Bonsoir à tous. Donc, bienvenue donc aux 44 personnes qui sont avec nous ce soir pour démarrer cette émission. Cette 41e émission à Radio Pléiade. Et oui, déjà 41. Et ce soir, en fait, alors peut-être qu'on va faire une émission un petit peu plus courte, on verra. Ça dépendra justement un petit peu de vous. Puisque en réalité, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va débriefer de notre matérialisation dans le plan physique et qui a eu lieu ce week-end à Paris, donc avec un groupe d'une trentaine de personnes. On va vous raconter ça, on va débriefer, on va demander aux gens justement qui étaient avec nous et qui sont qui nous écoutent sur cette émission, eh ben, de participer autant que faire se peut. Donc voilà, donc pas d'informations privées, donc bien sûr, on peut dire des choses publiques, mais pas d'informations privées concernant des personnes en particulier, bien évidemment. Euh, donc voilà, une matérialisation sur le plan physique. On en avait parlé en fait dans notre dernier Radio Pléiade. Alors c'est vrai qu'on en avait parlé à la fin, donc peut-être que certains d'entre vous seront déçus de ne pas avoir eu l'information plus tôt. On en est désolé. On espère pouvoir renouveler l'opération si c'est possible. Tout dépendra bien sûr de ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois à venir. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on peut vous dire déjà, c'est qu'on a eu très chaud parce que eh bien, c'était pendant les journées les plus chaudes sans doute de juin. Un record de chaleur a été battu. Et, et voilà, donc bienvenue à vous. Alors avant ça, juste donc petite annonce rapide, des petites annonces rapides, comme on a l'habitude de faire. Donc eh ben, la première, on va parler de la méditation du solstice. Sandrine, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de cette méditation du solstice, sachant que le solstice d'été, eh ben, c'est demain, la fête de la musique. Oui, tout à fait. C'est demain, donc à 11h13, il y aura un salon de prévu. Cette méditation appelle à l'unité entre les travailleurs de lumière. Elle appelle à la protection aussi avec l'énergie bleue de Michael à toute vie sur cette planète. Et ce sera pas du luxe que de la faire demain tous ensemble et le plus nombreux possible, si possible. Merci à tous. Oui, et d'ailleurs, j'ai posté dans Victoria Luminis Révolution Vibratoire une invitation pour tous pour un salon vocal spécial demain à 11 heures, puisque l'heure du solstice c'est 11h13 du matin, heure de Paris. Vous pourrez faire la méditation en groupe dans le Telegram Méditons ensemble pour la libération planétaire. Voilà, voilà. Ok, eh ben super. Et voilà. Et alors on a aussi bon ben alors c'est vrai que c'est plus francophone, mais on a aussi un petit événement mercredi soir, Cindy, c'est ça? Juste quelques mots rapides. Oui, effectivement, c'est un petit peu un marathon de guérison. Donc c'est la session internationale pour affaiblir les effets des implants primaires, qui est en 2 parties. Une partie pour affaiblir les implants, une deuxième partie plus focalisée sur la guérison et l'ascension, et ce sera à 21 heures sur la chaîne Sisterhood of the Rose. Je vais poster un article avec les informations dans le chat. On vous invite tous, il n'y a pas de souci. Et la semaine prochaine, ce sera la session francophone. D'accord. Alors je vois qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à se connecter, dont Pascal, que nous avons eu la chance de rencontrer justement ce week-end. J'en suis désolé, j'espère qu'il va réussir à se connecter. Donc c'est vrai que le lien fonctionne donc avec du coup le canal Victoria Luminis point d'interrogation voice chat ou point d'interrogation live stream. Les deux normalement les deux doivent fonctionner, mais apparemment certaines personnes ont des difficultés à se connecter. J'en suis désolé. Donc voilà, alors on va faire un petit truc nouveau, justement peut-être pour nous aider peut-être à grandir et puis à donner la chance à d'autres personnes de pouvoir venir participer à ces échanges. Si vous êtes sur votre smartphone, vous avez trois petits points en haut à droite. Et si vous cliquez sur ces trois petits points, alors vous avez la possibilité de changer l'audio, donc passer en audio téléphone ou en audio main libre, mais c'est pas ça qu'on vous demande de faire. Vous avez aussi la possibilité de partager. Donc on voudrait en fait vous inviter tout simplement à partager cette émission à qui vous voulez, à une personne en particulier qui pourrait y être sensible, ou dans un groupe, un groupe dans lequel vous êtes, un groupe local, quel qu'il soit. Voilà, ça peut effectivement donc attirer de nouvelles personnes.
et les inciter à venir nous écouter. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager et on vous en remercie. Donc voilà, alors un petit retour sur notre matérialisation dans le plan physique de ce week-end. Alors que s'est-il passé ce week-end? Eh bien, en fait, nous nous sommes retrouvés donc à Paris, donc un groupe d'une trentaine de personnes, avec une rencontre principale en fait qui était dans un restaurant parisien. Donc en l'occurrence, bon maintenant on peut en parler. Hein, donc il s'agissait du restaurant, un restaurant népalais, de la cuisine népalaise de la vallée de Katmandou et qui à proximité en fait du jardin des plantes. Et donc ça, c'était le cœur de notre rencontre. Donc on était une trentaine de personnes et donc on avait carrément privatisé le restaurant. Donc voilà, c'était sympa. Et puis alors finalement, on a pu bien discuter parce que souvent dans les restaurants un petit peu trop bondés, on a du mal avec de la musique, on est obligé de monter le son de la voix. Et là, heureusement, justement, il n'y avait pas de musique. On avait demandé, hein, et donc on a pu parler tranquillement, calmement. Donc c'était vraiment très sympathique. Et on avait une pré-rencontre à proximité. Donc, c'était aux arènes de Lutèce. On s'était retrouvés aux arènes de Lutèce pour une pré-rencontre. Alors, j'avais ambitionné de faire une méditation préalablement aux arènes de Lutèce, mais cela faisait pas mal de temps que je n'avais pas mis les pieds aux arènes de Lutèce et je me suis vite rendu compte que ceci serait impossible. Alors déjà parce qu'il y avait énormément de personnes autour de nous, pas mal de bruit et d'agitation autour de nous aux arènes de Lutèce. C'est un peu le lieu de rendez-vous, alors des amoureux, mais pas que des amoureux, des chercheurs aussi, de ceux qui font des chasses au trésor, hein, par exemple, et des groupes de touristes. Et ces arènes de Lutèce, en fait, c'est l'un des deux plus anciens lieux en fait qui restent, des vestiges en fait de l'époque romaine, donc de Lutèce, de l'époque à l'époque où Paris s'appelait Lutèce. Donc il nous reste l'abbaye de Cluny. Et il nous reste ces arènes de Lutèce qui auraient pu être détruites si Victor Hugo ne s'était pas emparé du sujet. Et oui, Victor Hugo, parce que lorsqu'on a fait des travaux justement pour pouvoir construire des immeubles, on a découvert ces arènes de Lutèce et il était question de les détruire pour bâtir des immeubles dessus. Et grâce à Victor Hugo, ceci n'a pas été fait et on a pu conserver ces vestiges. Donc ces arènes de Lutèce, en fait, servaient pour les combats de gladiateurs, pour les combats de fauves, mais aussi, et ce qui m'a beaucoup surpris, pour des joutes nautiques. Je ne sais pas comment ils faisaient, mais les Romains étaient vraiment très très forts. Euh, ils avaient vraisemblablement la capacité de remplir ces arènes d'eau pour pouvoir y faire des joutes nautiques, quelque chose d'assez incroyable. Et je suis désolé pour Pascal qui ne peut malheureusement pas se connecter. Donc voilà, donc une pré-rencontre. Et alors finalement, on a bien rigolé puisque une personne qui s'appelle Véronique Anne, elle se reconnaîtra. Elle est venue avec sa petite chariote et elle a commencé à nous offrir des apéros en tout genre, bien sûr sortis d'un magasin bio. Malheureusement, on avait oublié les gobelets. On n'avait pas prévu en fait. C'est vrai que c'est un manque d'organisation totale de ma part, je le reconnais. Je m'étais focalisé sur certains aspects de l'organisation, mais j'avais oublié effectivement la possibilité de prendre l'apéro aux arènes de Lutèce. C'est bien dommage parce qu'il faisait très chaud. Donc voilà, on s'est retrouvé une quinzaine de personnes aux arènes de Lutèce préalablement, donc pour discuter, pour commencer à faire connaissance. Et puis après, donc nous nous sommes retrouvés donc au restaurant pour échanger sur les sujets qui nous intéressent. Et alors, j'ai commis une infamie, j'ai soumis à notre communauté un quiz ésotérico-spirituel alors, je sais que certaines personnes ne l'ont pas forcément bien pris, se sont imaginé que j'allais jouer les professeurs. En réalité, l'idée était plutôt justement de repositionner un petit peu finalement notre grille de compréhension de la situation dans laquelle nous sommes. Pour poser un petit peu justement finalement notre écosystème avec les implants, les marathons spirituels, les chambres à tachyon, etc. Et susciter les échanges sur ces sujets-là. Et alors, du coup, on s'est dit, tiens, puisque ce quiz a été fait, on a donné les réponses aux personnes qui ont participé à ce quiz et certaines ont gagné une séance de chambre à tachyon gratuite.
Donc bien, bravo, bravo à vous. Et on va justement partager avec vous un petit peu justement ce quiz parce que c'est l'occasion finalement de transmettre aussi quelques informations qui ne manquent pas d'intérêt et je pense qu'ils vont vous intéresser. Donc voilà. Et puis alors donc une pré-rencontre aux arènes, une rencontre au restaurant. Tout le monde est parti se coucher un petit peu tard. Certaines ont discuté jusqu'à pas d'heure. Donc là, je remercie Fabienne, mais qui n'est pas sur cette émission, d'avoir bien voulu justement héberger quelques personnes chez elle. Et nous nous sommes retrouvés sous une chaleur accablante, donc le lendemain, le samedi, donc au bois de Vincennes, pour un petit pique-nique avec une quinzaine de personnes encore, avec une ambiance un peu différente, puisque c'est quand même plus facile justement d'avoir une discussion collégiale en camping, tous en cercle, plutôt que dans un restaurant où là on est assis à des tables. Donc voilà, une ambiance un petit peu différente, un mode de communication différent. Mais en tout cas, je pense que ça nous a tous ravis finalement de pouvoir sortir du virtuel. Donc là, on est dans le virtuel ce soir. Donc bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc nous sommes 69 participants sur ce Radio Pléiade. Et donc voilà, on a pu sortir un petit peu du virtuel, on a pu rencontrer les personnes qui nous écoutent, qui s'intéressent à nos émissions. Et c'est vraiment très, très instructif. Ça fait vraiment très plaisir. C'est l'occasion aussi de nous recadrer. Vous nous avez recadré sur certaines choses. On ne rentrera pas forcément dans les détails. Mais en tout cas, voilà, c'est l'occasion effectivement d'avoir des retours et des critiques bienveillantes. C'est toujours plus facile en face à face. Et puis aussi, pour nous aussi, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment bien de pouvoir vous rencontrer parce que c'est voilà, ça change tout. Finalement, ça change tout. On apprend à se connaître, on se voit, on sent nos énergies respectives. Et puis finalement, voilà, on découvre les belles personnes que vous êtes et vous découvrez justement les faiblesses de ces personnes qui prétendent tenir l'antenne et vous occuper tous les lundis soirs. Donc voilà. Donc bienvenue à tous. Alors moi j'invite justement là, il y a quelques participants qui étaient avec nous donc pendant ce week-end. Je vous invite à tout de suite là à venir prendre la parole. Donc je vois qu'il y a voilà justement il y a Véronique qui nous a bien fait rire avec sa chariote d'apéritif et ses gadgets et ses pistolets à eau et tout ce qui vous permettait de lutter contre la chaleur. Véronique, tu veux pas dire un petit coucou à notre communauté? Eh ben, si, bonjour à tous. Je voulais vous dire que ça m'a fait un bien fou. D'abord parce que, j'avais besoin de vous mettre, du matériel, de la matérialisation, pratiquement, toucher les gens, les voir, les entendre avec, leurs ondulations de voix, donc ça, c'était très chouette. Donc, désolée si j'ai pris la tête à pas mal de gens et je les ai gavés un peu avant le restaurant. J'en ai payé les frais puisque j'avais plus faim quand je suis rentrée, au Katmandou alors que c'était effectivement très chouette aussi. Et puis, j'étais ravie de rencontrer, des gens de Belgique, des gens d'Amiens, des gens de Rouen, enfin c'était très chouette et hem, bah, mmh on avait tous un petit lit, qu'on a pu proposer donc c'était, pour moi aussi un bon moment de partage et puis, de se dire: «Tiens, heu, ils arrivent dans mon environnement et je partage». Ce qui est très étonnant, c'est que je me suis rendu compte que, on avait beaucoup d'énergie et les énergies de tout le monde étaient très différentes et ça, c'était fabuleux parce que, c'était pas les mêmes. Donc j'ai adoré. Moi qui Eh suis ben, une tant personne mieux. seule, ça me sortait un peu de cette solitude, hem, voilà. Donc merci à vous et à refaire, peut-être dans une autre région aussi, ça peut être sympa. Eh ben, on attend vos suggestions, effectivement. Ouais, merci beaucoup, Véronique. Alors, par rapport aux énergies diverses, justement, moi, j'ai un petit peu regretté. C'était ce qu'on avait fait lors de rencontres précédentes. Mais enfin, voilà, on a subi tous une interruption avec le Covid, une interruption assez longue. On s'était déjà rencontrés sur Paris avant.
Et on avait eu l'occasion justement de faire, en préalable finalement au repas, de faire une méditation. Et je trouve, moi je pensais le faire aux arènes, mais ça n'a pas été possible. Et c'est vrai que le fait de se syntoniser avant aussi, c'est vrai qu'on a tous des énergies diverses et c'est sympa. Mais le fait de se syntoniser avant lors d'une méditation, ça aussi imprime quelque chose de différent. Donc voilà, moi j'ai un petit peu regretté le fait de ne pas pouvoir faire cette méditation, cette syntonisation. Mais en tout cas, bon voilà, écoute, c'est bien d'avoir ton retour par rapport à ça. Et puis moi, enfin, j'ai été vraiment très touché aussi par la présence de, voilà, ouais, effectivement, deux personnes de Belgique qui sont quand même venues de Belgique pour participer à cette rencontre. Donc c'est vraiment génial et c'est vraiment très touchant. Donc voilà, effectivement. Donc bon, et puis on a, et bien sûr, c'était l'occasion, bien sûr, de rencontrer aussi Sandrine et Cindy. Sandrine et Cindy, justement. Donc allez-y, intervenez. Qu'avez-vous pensé de ce week-end, de comment dire, finalement, de cette perte d'anonymat quelque part et de cette matérialisation dans le plan physique? Ça ne vous a pas trop traumatisé? Moi non, au contraire, j'ai été, super heureuse, de voir tout le monde enfin, plutôt que, par la voix seulement et puis par les réseaux, en fait. J'ai trouvé par contre ça manquait de temps encore pour se redécouvrir, et tous se découvrir ensemble. C'est un petit peu dommage. Ça va être, là mon plus grand regret en fait, de pas avoir pu, échanger avec tous, avec chacun mais par contre merci, merci pour ce partage et ces rencontres qui sont merveilleuses en fin de compte, hein, qui sont magnifiques, qui sont très enrichissantes et qui sont toutes pleines de roses quoi, en fait. Donc merci à tous. Oui, oui, c'est vrai. Moi aussi, c'est un grand regret que j'ai. Je l'ai déjà exprimé effectivement dans le groupe d'organisation, mais je l'exprime aussi à nouveau plus publiquement. En fait, c'est l'inconvénient, voilà, c'est que ces rencontres finalement sont toujours trop courtes. Et on a fait un tirage au sort des places au restaurant. Du coup, les gens se sont retrouvés de façon aléatoire, mais en tout cas par une main divine et innocente à côté de certaines personnes. Peut-être que ça ne leur convenait pas tout à fait. Et ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a des personnes qui ne sont venues qu'au restaurant et avec lesquelles on n'a pas pu échanger ni à la pré-rencontre, ni au pique-nique le lendemain. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais voilà, après voilà, elles ont pu échanger avec d'autres personnes et c'est ça aussi l'alchimie de ces rencontres, c'est que finalement il y a des il y a des échanges qui se font et c'est de toute façon ça reste très enrichissant. Enfin j'espère en tout cas, moi, ça m'a enrichi et puis ça nous permet justement de rester aussi dans l'humilité parce que voilà, encore une fois, hein, on tient l'antenne de Radio Pléiade, mais finalement, on n'est pas plus légitime que vous finalement pour le faire. Vous avez tous une histoire personnelle qui est très riche, un parcours personnel, spirituel qui ne l'est pas moins. Et donc voilà, ça nous permet aussi de garder cette humilité qui est pour moi, en fait, en tout cas, qui est vraiment fondamental pour rester dans la bonne voie. Voilà. Alors, je sais pas, Cindy, aussi quelques mots par rapport à cette rencontre? Bah oui, j'étais très heureuse de rencontrer les personnes, hein. Ça m'a fait oublier à quel point je détestais Paris. Ça a comblé au-delà de mes espérances et c'est vrai que ça fait plaisir, d'avoir un contact physique avec les gens et on a une opinion différente, du coup, ça c'est clair. On se sent encore plus proche d'eux et franchement ça donne envie de recommencer. Même au niveau local, moi je compte en faire en Normandie et même en Bretagne. J'adore Brocéliande, qui même me suivent. Et je me suis amusée comme une folle en partageant ma chambre avec Sandrine, hein, parce que j'ai eu la joie et le plaisir, de partager ma chambre d'hôtel avec Sandrine. Hein, Sandrine, on s'est bien amusés. Donc nous, c'était On double bonheur. on Voilà, n'a pas fait bataille de rencontrer entre Polochon, mais presque. hein, Sandrine? On n'a pas fait bataille de Polochon, mais presque quoi. Non, c'est vrai, on s'est bien Non, amusés quand même. oui, en plus, il y avait il faisait chaud dans la chambre, hein. Mais bon, donc on avait double bonheur, se découvrir entre membres de l'équipe et découvrir, nos auditeurs, qui sont pour nous, des amis et même au-delà, puisqu'évidemment on est tous, une communauté, évidemment. Donc on est prêt à recommencer. Merci à tous d'ailleurs pour l'aide que vous nous avez apportée, qui nous a permis, de vous rejoindre et de partager, des super moments, trop courts malheureusement. C'est, vraiment le seul hic pour moi enfin c'est mon seul regret. Mais, merci à tous en tout cas. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont permis, d'aller à Paris. Voilà.
de quelque manière que ce soit. Alors, on avait Bruno également là qui était avec nous, qui était avec nous pendant cette rencontre. Bruno, est-ce que tu accepterais de prendre un petit peu la parole justement, de nous faire un petit retour de vive voix, à chaud, j'ai envie de dire, parce qu'on a eu vraiment très chaud. Ah, puis je vois qu'il y a Pascal aussi qui a réussi enfin à se connecter. Pascal, pareil, je t'invite à intervenir, puisque en plus, toi, tu étais présent à la pré-rencontre et au pique-nique, donc sur toute la durée. Donc, je ne sais pas si tu pourras parler, parce que tu avais des petits problèmes pour te connecter. Donc, je t'ai mis en micro gris, Pascal, si tu veux intervenir. Et alors, j'ai perdu Bruno. Il me semblait que je l'avais mis en micro gris, mais je ne le vois plus. Si, je suis là, je suis là. Tu m'entends? Alors, on t'entend très faiblement. Eh ouais, c'est bizarre, à chaque fois ça me fait ça, je ne comprends pas. Eh ouais, Tout est à fond, c'est bizarre. tout est à fond. Tu n'as pas le doigt sur le micro, tu es sûr? Bah non, j'ai la main sous la tablette, je vois pas trop comment je pourrais toucher le micro. Bon, Alors, le bon. micro Bah, sur la tablette, des fois, il est à droite ou à gauche. Bah oui, c'est C'est pour ça comme que la je comprends webcam, pas. sauf qu'il est sur le côté, c'est un petit trou. Essaie de t'en rapprocher. J'espère qu'on m'entendra quand même un peu. alors là, on t'entend un petit peu. Ouais, vas-y, vas-y. Donc, bah oui, je partage tout ce qui a été dit, mais moi je veux retenir que le positif et éliminer les regrets finalement. Bah oui, c'était fondamental de mettre des visages sur des noms, ça c'était super déjà. Et bien sûr, c'est un échange qu'on a eu. Alors, tu as oublié de dire, Hervé, c'est qu'on a changé de place aussi pendant le repas. Et donc, ça a permis aussi d'ouvrir la conversation avec d'autres personnes. C'était aussi intéressant comme moment, même si c'était un petit peu sur la fin du repas, mais c'est pas grave. Alors moi, je n'ai participé qu'au repas et un petit peu aux arènes. Et bien sûr, bah oui, j'ai aussi apprécié effectivement ces personnes qui venaient de loin, de Belgique, de Normandie et autres. C'est super d'avoir fait ce trajet, d'autant plus que je les ai ramenés dans leur gîte chez Véran. Alors ça a permis aussi de découvrir que j'avais des voisins qui faisaient partie de cette communauté. Voilà. Et pas qu'une, hein, d'ailleurs, elle avait trois ou quatre. Donc ça aussi, c'est intéressant. Il n'y a que l'échange physique qui permet de s'en rendre compte, finalement. C'est pas mal. Voilà, Ouais. des bons souvenirs de toute façon, des conversations intéressantes. Voilà, bah, c'est super. J'étais content effectivement de découvrir Sandrine, Cindy et puis toi, Hervé, parce que effectivement, je ne te connaissais pas non plus visuellement. Donc voilà, super. Intéressant. Donc voilà, vous avez pu constater que je suis un humanoïde finalement assez standard. Donc ça, c'est rassurant. Ok, ben merci beaucoup Bruno. C'est vrai, on t'entend pas très bien, donc je sais pas, pour le confort de tous, ça peut être compliqué. Béatrice, éventuellement, est-ce que justement, on parlait des personnes qui viennent de loin, accepterais-tu de nous dire quelques belles paroles avec ton accent de là-bas, du Nord? Accepterais-tu? Coucou! Coucou. Ben, ça fait très bizarre maintenant de parler à mon petit, enfin bon, sur Telegram et tout ça. Quand j'ai eu le plaisir de vous rencontrer, de vous embrasser tous, bah, beaucoup d'émotions, ben oui, ça passe trop vite. Voilà, un long, quand même, solide voyage, mais ça passe trop vite, vraiment trop vite. En effet, ouais. Et c'est vrai que malheureusement, même moi, j'ai vu des gens arriver, ben, un petit peu justement juste au restaurant. Ils sont partis assez tôt. Bruno disait tout à l'heure que donc on a fait un tirage au sort pour les places. Donc ça, c'est pour générer des synchronicités en fait. On a remarqué ça, c'est d'expérience. On a remarqué que plutôt que de laisser les gens se choisir leur place en fonction des personnes qu'ils connaissent ou je sais pas, ou j'en sais rien, ou une attirance physique ou peu importe, hein, nous, on préfère faire des tirages au sort. On a emprunté le chapeau de Cindy et chacun a mis son prénom sur un petit papier et on a placé les gens avec un tirage au sort. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant
parce que voilà, ça crée des synchronicités particulières. Et alors alors moi j'ai un petit peu regretté, je suis désolé, j'exprime aussi mes regrets, mais on a fait un deuxième tirage au sort effectivement, mais c'était vers la fin du repas. Et donc une permutation, en fait, l'idée c'était encore une fois de dynamiser les échanges et puis peut-être de donner l'opportunité à certains d'échanger avec d'autres personnes. Mais malheureusement, ça a été un petit peu pour certains justement l'occasion de disparaître. Donc il y a des personnes qui sont parties un peu vite et malheureusement avec lesquelles on n'a pas eu le temps d'échanger. Donc voilà. Mais en tout cas, bon, on le refera, on essaiera de le faire mieux, en tout cas, parce que forcément on apprend quand on organise ce genre de choses. On ne refait pas les mêmes erreurs et puis on essaiera peut-être de l'organiser effectivement, pas à Paris, mais ailleurs. Si d'aventure. Donc là, du coup, je lance un appel. Donc si d'aventure vous êtes motivé pour organiser justement une rencontre physique, quelque part en France, on va dire, dans une localité pas trop excentrée. Voilà. Bon, après, si vous nous dites, c'est vrai, Toulon, ça risque d'être un petit peu compliqué, ou Dunkerque, quoique pour nos amis belges, ça pourrait être assez commode. Mais voilà, si on pensait à la Normandie, par exemple, ça peut être une bonne candidate, la Normandie. Donc, si d'aventure vous vous sentez d'organiser une rencontre de ce genre, sachant que on s'occupe pas de l'hébergement, hein, c'est juste on s'occupe finalement du restaurant, du lieu où on va se retrouver, éventuellement une salle. Ça pourrait être sympa aussi d'avoir une salle pour se retrouver, pourquoi pas, pour envisager des interventions, ça pourrait être possible. Mais voilà, on est à votre écoute, on attend vos suggestions et on est prêt à le refaire. Mais c'est vrai, comme c'est quand même beaucoup de travail d'organisation, si vous pouvez nous aider, ce serait bienvenu. Donc voilà, l'appel est lancé par rapport à ça. Alors, est-ce que Pascal, est-ce que tu peux parler ou pas? Il me semblait que j'avais activé ton micro. Tu serais OK pour venir nous faire ton petit retour là, Pascal? Je ne sais pas s'il a les bonnes conditions pour intervenir. Alors, il me semblait que je l'avais passé en micro gris, mais je ne le vois plus. Bon, sinon, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va échanger avec vous puis on reviendra sur les feedbacks tout à l'heure. On va échanger avec vous sur le quiz, ce fameux quiz au infamie que j'ai soumis à la communauté. Et on pourrait presque vous le soumettre en ligne parce que finalement, beaucoup d'entre vous là qui nous écoutez actuellement, donc à peu près 70 participants, vous n'avez pas participé à cette rencontre. Allons-y, on va vous on va vous soumettre le quiz et vous allez voir que vous allez apprendre des choses peut-être. J'en suis sûr que vous allez apprendre des choses. Et puis vous allez comprendre un petit peu justement pourquoi on a fait ce quiz, justement pour repositionner un petit peu le concept de la gnose que nous manipulons justement à travers ces émissions. Donc allez, on est parti pour le quiz. Je l'ai posté dans Victoria Luminis déjà, donc il est aussi dans Révolution Vibratoire. Ah, ok. Bon, ok. Donc, vous avez toutes les questions d'avance, mais on va les faire une par une. Et on vous invite à donner vos réponses, justement, donc, dans le chat Révolution Vibratoire. Alors, la première question de ce quiz, parce que comme vous le savez, quand même, on est assez connecté au Contacté Cobra, hein, on en a pas mal parlé. On dit Cobra, ouais, mais Cobra, c'est un reptilien, c'est un nom de reptile. Certes, c'est vrai, je ne dirais pas le contraire, mais c'est aussi un nom de code et c'est aussi une symbolique. Alors, il y a la symbolique, effectivement, de la Kundalini, qui est évoquée d'ailleurs par le Contacté Cobra, mais c'est aussi un nom de code. Et la première question donc de ce quiz que nous avons soumis donc à la communauté, c'était que signifie finalement Cobra, ce nom que l'on emploie à tire-larigot un peu tout le temps. On a tendance à oublier ce que c'est. Alors, si vous avez la réponse, allez-y, donnez-la. Et je vois que Corinne Isis, en fait, nous dit d'ailleurs par rapport à l'organisation d'une rencontre, oui, tout à fait, on pourrait le faire avec un groupe plus petit. Absolument. Absolument. Nous, 30 personnes, en fait, pourquoi on l'a fait pour 30 personnes? C'est parce que c'était le minimum pour privatiser le restaurant. Mais c'est vrai que pour des échanges, on va dire, plus denses,
plus intime, plus intimiste, c'est vrai de ne pas avoir un groupe trop grand. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des propositions, même un groupe de 10 personnes, 10-12 personnes, ça peut être très très bien justement pour échanger et pour mieux se connaître. Donc Corinne, si tu as des idées d'organisation, tu es la bienvenue. Alors, ouais, la seule réponse qui a été donnée, donc c'est la percée par compression. Effectivement, c'est ça. Donc percée par compression. Donc Cobra, en fait, on vous le rappelle. Donc effectivement, c'est une référence importante pour nous, mais ce n'est pas la seule. D'ailleurs, c'est un point que j'ai évoqué avec les personnes avec lesquelles j'ai échangé lors de ce repas. C'est important justement de recouper les sources et de ne pas se cantonner à une seule source, bien évidemment. Sinon, c'est gouroutiser sa source. Donc Cobra, donc c'est en fait finalement c'est un acronyme un peu biscornu anglais, donc qui veut dire compression breakthrough, qui veut dire percer par compression. Percer par compression donc de la lumière lorsque la surface de la planète sera prise en sandwich par la lumière qui viendra de l'intérieur de la Terre et du Soleil central galactique de l'extérieur de la Terre, qui permettra justement de déchirer le voile et de renouer enfin avec cette énergie de lumière dont nous avons été privés pendant des millénaires. Et Corinne Isis nous dit qu'elle est sur Toulon. Bon, alors, écoute, Corinne, si pour un petit groupe, c'est peut-être possible, on pourra peut-être l'envisager, mais c'est vrai que ça fait loin quand même. En tout cas, Mais on a Sandrine qui est sur Grenoble. Ça fait pas mais on a de Sandrine. Toulon. Exactement. Voilà, pour Sandrine éventuellement. Donc moi personnellement, je suis basé en Bretagne. Cindy est basée en Normandie. Donc ça peut être effectivement à voir. Pourquoi pas. N'excluons rien d'avance. Donc voilà, compression breakthrough, c'est ce que signifie le terme Cobra, la percée de la lumière par compression. Voilà. Alors la deuxième question de ce quiz, c'était qui est le représentant officiel de Prepare for Change en France. Donc Prepare for Change, préparez-vous au changement. C'est pareil, c'est un truc que vous avez entendu. Vous connaissez peut-être des groupes Facebook. Et il existe un représentant officiel en France. Alors, ça m'a beaucoup amusé. Bon, forcément, quand on fait un quiz, il y a des réponses parfois un petit peu exotiques qui apparaissent, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Et une des réponses qui a été donnée, c'est Benjamin Fulford. Benjamin Fulford, comme représentant officiel de Prepare for Change en France, c'est original, sachant que Benjamin Fulford n'est pas français, ne parle pas le français. Mais bon, en tout cas, ce n'était pas la bonne réponse. Et alors, c'est quoi la bonne réponse? C'est quoi la bonne réponse? Je crois que c'est moi, Hervé. C'est toi? Oui, il paraît que c'est moi, tu n'étais pas au courant. Et alors, explique-moi là, explique-nous là, qu'est-ce que ça veut dire, représentant officiel? Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait que tu es représentante officielle? Déjà, je siège au conseil de PFC parmi les membres décisionnaires chaque semaine. Donc, j'y suis membre votante aussi et je m'occupe des réseaux francophones de PFC depuis plusieurs années au niveau des réseaux sociaux, y compris le site français. Et oui, je gère le site français et je représente aussi PFC à différentes sessions françaises et anglaises depuis quelques années. Voilà. Donc, c'est un réseau que je connais très bien. Je connais très bien les gens qui sont dedans, donc voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres francophones qui siègent justement donc au conseil de Prepare for Change? Des francophones? Oui. Oui, des francophones, oui. On a Antoine et Margot du groupe Nature. Ils vivent en France. Ils sont francophones, même s'ils ne sont pas d'origine française, mais ils sont francophones. On n'est que 3 francophones. Il y a moi, il y a Antoine et il y a Margot. Personne d'autre au niveau francophone. D'accord. Bon, un petit coucou alors à Antoine et Margot. Et merci à vous de représenter donc la communauté francophone donc à Prepare for Change. Donc voilà, je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, ouais, certaines personnes l'ont appris. Alors, troisième question du quiz. Qui a introduit l'usage du terme d'archonte? Alors, il y avait entre parenthèses, on parle d'époque, de culture ou de personnage. À vous de nous dire, allez-y, prenez vos crayons et donnez vos suggestions, parce que c'est vrai que le terme d'archonte, ça revient. C'est quoi les archontes? Vous vous souvenez? Les archontes, c'est ces espèces de gardiens suprêmes de la matrice, les chefs des chefs des chefs au sommet de la pyramide, qui nous imposent des réincarnations, un recyclage finalement de nos âmes dans cette matrice ad vitam aeternam jusqu'à libération.
ces archontes. Mais d'où vient donc ce terme d'archonte? Moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'est l'origine justement de ces termes que l'on utilise, parce qu'à force de les utiliser, on en oublie le sens, et c'est toujours intéressant d'aller aux sources. Alors, je ne vois pas de proposition. D'où vient ce terme d'archonte? Le savez-vous? Alors, c'est vrai qu'on parle aussi des chimères, hein, on parle aussi des chimères. Donc, c'est vrai que les chimères ont pris un rôle aussi prépondérant dans cette hiérarchie sombre qui maintient la Terre en quarantaine. Mais à l'origine, effectivement, dans l'histoire, on a parlé plutôt d'archontes. Et ça date d'au moins 2 millénaires. Si ça vous rappelle quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 millénaires? Mais oui, tout à fait, Corinne, tu as tout à fait raison. Cela sonne grec. Donc, en réalité, donc c'est un terme grec qui désigne donc des magistrats principaux, donc dans quelques républiques et particulièrement à Athènes. Donc, la puissance des archontes était d'ailleurs considérable, et c'est sans doute ce qui a motivé le recyclage de ce terme d'archonte. Donc, les archontes dans les républiques athéniennes étaient de véritables maîtres de la cité. Donc, il réunissait au pouvoir administratif et politique des pouvoirs judiciaires étendus. En gros, il cumulait tous les pouvoirs, un petit peu comme les archontes qui régissent notre matrice. Donc, ils étaient pris parmi les plus riches et donc ils entraient pour le restant de leur vie dans le grand conseil de l'aréopage. Alors ça, c'est le contexte, on va dire, plus étymologique, mais le contexte culturel aussi, et c'était aussi une autre bonne réponse, c'était finalement les gnostiques. On en a parlé à plusieurs reprises justement sur ces émissions. Les gnostiques, que sont les gnostiques? Donc c'est en lien avec la gnose. Cela n'a rien à voir avec agnostique finalement. Agnostique, c'est ne pas avoir, ne croire en rien en particulier. Ce n'est pas le contraire de gnostique. Les gnostiques, ce sont des pré-chrétiens qui ont reçu des enseignements directs du Christ, et notamment des enseignements sur la nature, l'existence de cette matrice. Et dans les textes gnostiques que nous retrouvons notamment dans les parchemins de Nag Hammadi, c'était une des réponses qui a été donnée par notre noble communauté donc à cette rencontre, eh bien, on retrouve ce terme à plusieurs reprises justement d'archonte. Et je fais encore un petit bonne nuit pour ceux qui nous quittent. Et je fais encore une petite digression. Vous savez, le fondateur de Cocopelli. Cocopelli, mais pourquoi il nous parle de Cocopelli? Oui, Cocopelli, vous savez, les graines pour la libération justement de la semence et de l'humus, pardon. Le fondateur de Cocopelli nous a traduit des textes, on va dire, des exégèses de John Lamb Lash sur les textes gnostiques, et qu'on peut encore retrouver sur Internet et qui sont très, très intéressantes et auxquelles je me réfère encore aujourd'hui, donc notamment par rapport à ces notions d'archonte et cette notion de déesse que l'on retrouve aussi, qui est Sophia, donc l'incarnation finalement de cette sagesse terrestre, voilà, l'incarnation de Sophia. Donc voilà, bon, ça c'était la troisième question. Alors la quatrième. On a Michel-Marie Désir qui lève la main. Il me semble avoir vu Pascal qui a réussi à se connecter. Alors, excusez-moi, je ne l'ai pas vu passer, mais si tu peux activer leur micro, leur intervention est la bienvenue. Et si ce n'est pas maintenant, ce sera tout à l'heure. Donc la quatrième, je vais essayer en même temps de regarder justement les mains levées, excusez-moi. Donc, qui était Billy Meyer? Ça, c'était notre quatrième question du quiz. Qui était Billy Meyer? Savez-vous qui était Billy Meyer? Alors bon, vous qui nous suivez, vous le savez. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on avait pris cette question, puisque on a fait une émission sur ce sujet. Vous souvenez-vous qui était Billy Meyer? Si un jour on vous pose la question, que répondriez-vous? Qui était Billy Meyer? On parle de beaucoup de Cobra, donc voilà, un contacté pléiadien. Mais finalement, il n'y a pas que Cobra dans la vie, on est bien d'accord. Arrêtez de nous bassiner avec Cobra. Et il y en a eu d'autres, et il y en a eu d'autres bien avant lui, des contactés pléiadiens finalement. Et Billy Meyer était un contacté pléiadien. Bien avant Cobra. Cobra était encore peut-être à téter sa mère lorsque Billy Meyer, ou peut-être n'était même pas né, je ne sais pas, lorsque Billy Meyer a eu ses premiers contacts pléiadiens
avec Sem Jazé, donc une période particulière, l'année 75, donc on en a beaucoup parlé, qui était finalement favorable à ses contacts physiques, puisqu'il a eu des contacts physiques. Et contrairement à ce que certaines personnes ont pu penser, Billy Meyer n'a pas été un abducté, parce que les forces de la lumière n'abductent pas, je suis désolé de vous le dire, contrairement à une croyance qui est assez répandue. Les forces de la lumière proposent des voyages interstellaires et c'est ce qui a été proposé à Billy Meyer, mais il a refusé. Il a refusé de partir dans les Pléiades. L'idiot. Pardon. Honneur à toi, Billy Meyer. Donc voilà, Billy Meyer était un contacté pléiadien, tout simplement, bien avant Cobra. Et il y a d'autres personnes qui sont tout aussi légitimes, justement, pour nous raconter ces contacts galactiques. En tout cas, celui-là, il est vraiment emblématique et il a été authentifié, je dirais, enfin, il a été validé sous tous ses aspects. Donc voilà, vous avez tout bon. C'est un contacté suisse, il est bien suisse. Il a eu des contacts avec des galactiques, effectivement. Donc, vous avez tout bon là-dessus. Donc voilà. La 5e question, c'était c'est quoi un tachyon? C'est quoi un tachyon? Allez-y, je vous laisse réfléchir à c'est quoi un tachyon. On vous parle de chambre à tachyon tout le temps, mais au fait, c'est quoi un tachyon? Et en même temps, je lis la remarque de Pitalug. Pourquoi ne pas nous organiser pour se réunir par région? Eh bien, tout à fait, c'est une suggestion très, très intéressante. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait d'autres groupes, hein. Ils ont fait des groupes de contact, d'abord Telegram, justement, par région. Alors après, c'est vrai que nous, on est quand même assez dispersés. On n'est pas non plus des groupes qui sont très fournis comme One Nation ou comme, je pense aussi, les groupes enfin, les personnes qui suivent Olivier Victor sur Info Libre 2, par exemple. Là, donc, c'est des groupes beaucoup plus pléthoriques. C'est plus facile de créer des groupes, même au niveau départemental. Nous, je pense qu'on pourrait effectivement se cantonner à la région et il y aurait sans doute des choses à faire. Donc, ouais, Pitalug, c'est une très bonne suggestion de créer des groupes, ne serait-ce que groupes de discussion, et après, justement, monter des rencontres. Et puis, ben, comme ça, on pourra aussi venir à votre rencontre dans les groupes régionaux, à faire venir des intervenants. Pourquoi pas? C'est une des suggestions qui a été faite justement au restaurant lorsqu'on s'est rencontrés. On a quelques petites idées aussi. Pourquoi pas faire venir des intervenants particuliers? Alors, si vous rêvez de voir Cobra, vous pouvez, mais je peux vous dire que c'est pas facile de faire venir Cobra. Et s'il vient, il ne viendra qu'à Paris, il ne viendra pas en région. Ça, je peux vous le dire aussi. Mais ça, bon, je pense que je n'y crois pas trop, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, revenons à notre question. C'est quoi un tachyon? Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est quoi un tachyon? Alors, une particule, certes, mais cette réponse est insuffisante. Une particule qui voyage à la vitesse ou plus vite que la lumière. Tout à fait, Joséphine. Christy a également raison. C'est une énergie cosmique. Voilà. Donc une particule superluminique qui nous permet justement cette reconnexion au divin. Et finalement, c'est cette particule qui transporte l'information de cette lumière divine que nous recevons dans les chambres à tachyon. Mais on y a aussi accès en dehors des chambres à tachyon. Attention, il ne faut pas penser qu'il n'y a que les chambres à tachyon qui nous permettent de nous connecter au tachyon. On peut le faire aussi par la méditation, mais il faut se connecter à des plans supérieurs. Là, on n'est pas dans le domaine chamanique, il faut faire très attention à ça. Le tachyon, on est bien au-delà. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'on a une question qui porte là-dessus tout à l'heure. Au-dessus des plans physiques, éthériques, astrales, mentaux, il y a des plans qui nous connectent à une lumière qui n'est pas justement sous contrôle de la matrice. Donc, on est bien au-delà du chamanisme. Donc, voilà, le tachyon, une particule supraluminique qui permet de se reconnecter à la source et qui va infuser les différents corps spirituels et permettre de guérir et de dénouer les nœuds de nos différents corps spirituels. Donc voilà. Ben, tiens, il y a Martine qui se propose pour Chambéry Grenoble, Sandrine. Là, il faut prendre la balle au vol. On en parle. Allez-y, créez votre petit groupe régional. Mettez-nous dedans, les co-animateurs. Et c'est parti, on organise une rencontre et on verra qui pourra venir. Allez-y, n'hésitez plus, il est temps de se retrouver. C'est vraiment le temps de se retrouver. N'ayons plus peur de nous retrouver sur le plan physique. Donc voilà, on continue sur le quiz. Allez, prochaine question.
Elle est facile, elle est facile. Vous qui nous connaissez, mais nous connaissez-vous bien finalement? La Terre est-elle plutôt une école ou une prison? Non, non, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège, mais le New Age a été un piège extraordinaire. Comme vous le savez, c'est aussi ce que nous avons l'habitude de communiquer sur nos antennes. Les pièges du New Age, et parmi les pièges du New Age, il y avait effectivement cette notion de la souffrance est une nécessité pour évoluer. Nous venons sur Terre pour évoluer. Eh bien, peut-être que finalement, ce n'est pas tout à fait la vérité. En tout cas, nous en sommes arrivés à la même conclusion que le contacté Cobra. Et en tout cas, bon, je vais parler uniquement en mon nom. Je suis fermement, intimement, absolument convaincu que la Terre n'est pas du tout une école, mais bien une prison. Mais que nous allons saper, que nous allons finalement, dont nous allons nous échapper. Nous allons faire un prison break. Voilà, vous êtes tous invités à participer à ce grand prison break. Nous allons tous nous évader de cette prison et c'est justement pour ça que la population de surface a besoin de ce qu'on appelle les travailleurs de lumière, les guerriers de lumière pour réaliser cette grande évasion de cette prison qui ne dit pas son nom pour l'immense majorité de la population. Mais pour ceux qui prennent conscience de ce contexte de prison, vous avez en main finalement les clés pour vous permettre de vous évader de cette prison. Donc bravo pour vos réponses. Bravo pour vos réponses. Voilà. Allez, on continue. Alors attends, pardon, je prends la question de Michel. Est-ce la Terre qui est une prison ou le monde? La Terre est le dernier bastion, la planète Terre, le dernier bastion des forces sombres. Les forces sombres s'étaient un petit peu dispersées dans l'univers. Et c'est pour ça qu'il y a eu pendant quelques millions d'années des guerres galactiques, un peu comme dans Star Wars, malheureusement. Hein, c'est un peu à l'image, même si dans Star Wars, on ne voit pas la multidimensionnalité de cette guerre. C'est une guerre uniquement physique dans Star Wars, mais c'est une image finalement de ce qui s'est passé dans notre univers. Il y a eu une guerre multidimensionnelle qui se termine actuellement et le dernier bastion des forces sombres, c'est la Terre. Et ceci permettra finalement à la galaxie, à notre galaxie et à l'univers de rentrer dans finalement dans une nouvelle phase de son évolution voilà, c'était finalement cette cellule cancéreuse de l'univers qui empêchait l'univers de rentrer dans une nouvelle phase de son évolution. Donc Dieu sait si les enjeux sont importants. Donc voilà. Et Marie-France nous propose un train de nuit pour... Ah non, il y a un train de nuit Charleroi-Grenoble. Voilà, Marie-France est prête pour Grenoble. Donc voilà, la 7e question de ce quiz. Allez, on continue avec ce quiz. 8e question. Alors celle-là, je vous avouerai que elle est un peu difficile. Qu'y a-t-il entre le plan atmique et le plan divin? Qu'y a-t-il entre le plan atmique et le plan divin? Allez-y, je vous engage à donner vos réponses sur le chat Révolution Vibratoire. Sachant que, pourquoi elle est difficile? Déjà parce que nous, notamment, encore une fois, quand on s'intéresse plus on va dire, au Reiki, au chamanisme, aux choses comme ça, finalement, on s'intéresse au plan éthérique, au plan astral, un petit peu au plan mental. On monte pas beaucoup au-delà, on monte rarement au-delà de ça. Et en fait, c'est là, on parle de ce qui est bien au-delà de tout ça. Et donc, c'est des plans qui sont un petit peu moins connus par la communauté. Et en plus de ça, suivant le référentiel culturel dans lequel vous êtes, on n'utilise pas les mêmes termes. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, eh bien, Corinne, donc effectivement, c'est une réponse qui a été donnée, le plan bouddhique. Mais le plan bouddhique, en réalité, donc on fait des colonnes bouddhiques, hein, vous le savez, le plan bouddhique est le plan, donc l'un des 7 plans de la création qui est situé au-dessus du plan mental. Donc finalement, on est encore en dessous de tout ça. On n'est pas entre le plan atmique et le plan divin. Le plan bouddhique est en dessous du plan atmique, finalement. Donc voilà, et c'est Christy qui nous donne la bonne réponse. C'est le plan monadique, le plan des monades, donc en dessous du plan divin et au-dessus du plan atmique. Alors, dans le référentiel d'Elena Blavatsky, en fait, vous avez
En fait, le nirvana, vous savez, on fait souvent référence au nirvana, on s'imagine que c'est ouais, en fait, c'est le paradis, mais ce n'est pas le plan divin. Le nirvana, dans le référentiel Blavatsky, le référentiel finalement indo-tibétain, c'est le plan atmique, correspond au plan atmique. Et au-delà du nirvana, vous avez mieux que le nirvana, sachez-le, vous avez le paranirvana, encore mieux que le nirvana, et cela correspond au-delà du plan atmique au plan monadique. Voilà, donc bravo à Christy. Et au-delà du plan monadique, vous avez dans le référentiel Blavatsky, vous avez le Mahaparinirvana, qui est encore au-delà du paranirvana et qui correspond au plan divin. Après, vous avez le référentiel justement des Rosicruciens, donc de Max Heindel, donc qui parle aussi donc de ces 7 plans. Il parle donc du monde. Pour le plan monadique, il parle des esprits, du monde des esprits vierges, avec au-dessus donc le monde de Dieu. Donc encore une terminologie un petit peu différente. Et pour terminer justement dans cette terminologie un peu particulière, enfin voilà, qui fait qu'on est souvent un petit peu perdu par rapport à tout ça, vous avez le plan, enfin vous avez le référentiel par exemple d'Alice Bailey qui a été reprise par Cobra. Alice Bailey, donc qui a fait suite à Blavatsky, donc le plan monadique, donc c'est le terme que retient aussi Cobra, donc où demeurent des unités divines différenciées avant leur pèlerinage dans des plans plus denses finalement. Et vous savez, on parle beaucoup de flammes jumelles, d'âmes jumelles. Vous êtes tous impatients de retrouver votre âme jumelle, votre flamme jumelle. Eh bien, sachez que dans le plan monadique, il n'y a pas de séparation d'avec votre flamme jumelle. Justement, le monade, c'est aussi un concept philosophique où vous êtes finalement vous êtes uni avec votre autre polarité, l'autre partie de vous-même. Et c'est lorsque l'on descend dans des plans plus denses que s'opère justement cette séparation. On devient de monade, nous devenons dyade, et c'est à ce moment-là justement que la monade se sépare en 2 âmes jumelles. Voilà, un petit peu d'ésotérisme. Et je vois qu'en parallèle, Pitalug se propose donc de centraliser les personnes qui souhaiteraient donc proposer donc des rencontres dans le sud autour de Marseille, Aix-en-Provence. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Pitalug, mais je pense il faudrait qu'on organise ça un petit peu peut-être. Bon, on va voir comment on peut organiser tout ça. Donc, merci Cindy d'avoir reposté justement ce diagramme qui repositionne ce septénaire de la création, donc les 7 plans de la création et le plan monadique entre le plan atmique et le plan divin. Voilà. Alors, une petite réaction jusque-là. Tiens, je vois que Pascal est là, il est passé en micro gris. Pascal, est-ce que tu accepterais de prendre la parole et de nous faire un petit retour justement par rapport à cette rencontre, cette matérialisation que nous avons faite dans le plan physique, tout ce temps que nous sommes? Accepterais-tu? Voilà. Alors, je ne t'entends pas, Pascal. Je vois que tu as activé ton micro, mais je ne t'entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Je ne parle pas dans le vide, j'espère. Non, on t'entend. Est-ce que vous m'entendez mieux? Pascal, vas-y. Ouais, maintenant c'est super. En fait, j'ai enlevé mes écouteurs. Et bonsoir à toutes et à tous. Ça passe bien? Ouais, ça passe très très bien. Alors, justement, pour faire une petite pause là, dans notre quiz qu'on est en train de rejouer, là, le quiz avec les quelques petites explications ésotériques, est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu ton retour justement par rapport à ce week-end? J'attends la prochaine rencontre avec impatience. Et est-ce que tu pourrais pas nous l'organiser, cette prochaine rencontre? Ouais, alors pas dans l'immédiat parce que au niveau des locaux, j'ai pas encore tout ce qu'il faut, mais oui, ça peut, oui. Tout à fait. Bah, moi, je peux dire que c'est des rencontres Ça pourrait. sur Le Havre, Rouen, Caen et Fécamp aussi. Sachant que ce n'est pas parce que nous organisons une rencontre régionale que les personnes des autres régions ne sont pas les bienvenues, bien évidemment. Bah oui, évidemment. Alors pour mon activité que vous avez aperçue un petit peu, pour l'instant, moi comme je voudrais à terme organiser des stages avec une douzaine ou une quinzaine de personnes, j'ai repéré un endroit où on peut loger 15 ou 20 personnes. C'est un château aussi, un petit château qui a été rénové. Ils font chambre
chambre d'hôtes, chambre pour recevoir des groupes, faire des séminaires. Il y a une salle pour se réunir. Donc, il y a plein de choses. C'est à 20 minutes d'où j'habite. Et le propriétaire que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps est super sympa, un artiste. Et voilà, c'est le genre de choses qui est tout à fait faisable, envisageable. Et il y a un grand parc. Ça veut dire que les frileux, éventuellement, peuvent être dans le château. Et puis les autres, je pense qu'il y a moyen de poser des tentes et voilà, de s'amuser et de passer un bon moment. Mais c'est super là ce que tu me dis. Et ça, ce serait quelque chose de possible assez rapidement? Utiliser cette château là? Complètement, oui, ouais, ça pourrait être ouais, fin août, courant août, ce serait possible, je pense. Il faudrait que je lui pose la question. Ça vous tente? Oui, ça nous tente, ça nous tente. Pose la question et entamons justement un échange en messagerie privée pour pouvoir voir ce qu'il est possible, super. voir un petit peu les tarifs, voir si les tarifs sont pas trop indécents, parce que après voilà, ça peut vite devenir cher. Je sais que dans les habitats insolites ou dans les châteaux, des fois, ça peut être un peu cher les nuits, mais donc à voir déjà un petit peu les tarifs pour voir si ça peut être envisageable. Bah, je vais aller le voir, je peux négocier. D'accord, d'accord. Eh ben, écoute, allez. Et puis à la limite, enfin, ceux qui viennent en tente, je pense ça c'est jouable aussi. Le tarif évidemment sera pas le même, quoi. Et l'avantage serait de pouvoir bénéficier de la douche et autres. Donc ok, je passe le voir et je en parle. Je lance ce projet, super. Ça me tente bien. D'accord, bah super, ouais, bah génial, génial. Alors on va entamer une discussion privée, on va voir comment organiser ça. Ok, super. Bah, je te remercie. Je te remercie beaucoup. Ouais, moi, j'ai adoré cette soirée-là. Quand je me suis inscrit, donc comme je te disais, donc Hervé, pourvu qu'il reste une place, et finalement, donc j'ai pu y aller, ça c'était super. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter? Moi, je suis pas du tout à leur niveau de connaissance. Et puis, en fait, voilà, je suis allé tranquille et ça s'est super bien passé. Et c'était des rencontres vraiment géniales. Bah oui. Et pouvoir mettre des visages sur des noms. Alors, j'avais un petit peu imaginé les têtes de chacun et chacune. Hervé, si j'avais dû faire un portrait robot, je pense que j'aurais pas été très loin. Sans blague. Ouais, tout à fait. Ouais. Et Cindy, pas très loin non plus, mais en fait, je la voyais plus en fait. En fait, c'est une elfe. Une elfe de Tolkien. Ouais, c'est ça. Et puis Sandrine, mais j'avais pas trop d'idées, donc je savais pas. Mais bon, en tout cas, c'était vraiment super. Elle ressemble finalement un petit peu à son avatar, hein, Sandrine. Oui, je l'ai devant moi, c'est vrai. Oui. La première fois que j'avais commencé à échanger avec elle, elle n'avait pas cette photo, enfin, c'était pas cette image, c'était un beau dragon blanc. Et quand j'ai vu son dragon, j'ai fait waouh! Voilà, les dragons me parlent. Ouais, les dragons me parlent. Comment? Tout qui attire, ouais, sur la photo, j'avoue, ouais. C'est vrai qu'elle est belle cette image, ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai un lien particulier avec eux. Ah bah voilà, ça c'est le genre de choses que tu n'as pas eu le temps de nous raconter. Donc il faut vraiment qu'on se retrouve pour que tu nous racontes tout ça. Voilà. Ouais, j'ai plein de choses à. Ouais, je pense, enfin, quand je regarde dans le rétroviseur, je pense que j'ai beaucoup de chance, beaucoup de chance d'être là. Et ouais, il y a plein de belles choses sur mon chemin. C'est super. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton retour. Il y avait Michel Marie-Désy qui souhaitait prendre la parole. Alors, tu peux activer ton micro.
Je ne sais pas si je dois dire Michel ou Marie-Daisy en réalité. En tout cas, tu avais levé la main si ce n'était pas une erreur. Je vois qu'il y a Célie AF aussi qui a son micro gris. C'est peut-être des personnes qui ont levé la main et auxquelles je n'étais pas attentif. Si vous souhaitez prendre la parole, allez-y, faites-le. Vous avez la possibilité de le faire directement. Je vois aussi Cher Libellule qui est en micro gris. Et si vous ne prenez pas la main, eh bien, je vais continuer. Je vais revenir à mon petit quiz, puisqu'on n'est pas encore tout à fait arrivé au bout. Allez, je reviens à mon petit quiz et puis vous interviendrez tout à l'heure si vous le souhaitez. En tout cas, merci beaucoup Pascal. Et on va organiser la prochaine. Donc la 9e question de ce quiz était, alors ainsi c'est pareil, c'était un petit peu technique. Qu'est-ce que l'apocatastase? Mon Dieu, l'apocatastase. Comment a-t-il pu mettre une question pareille dans son questionnaire? Allez, on vous laisse répondre. Qu'est-ce que l'apocatastase? Et pendant ce temps, je vois Michel Marie-Daisy qui a activé son micro. Vas-y, tu peux prendre la parole. Pendant que nos auditeurs répondent, qu'est-ce que l'apocatastase sur le chat? Non? Je t'ai vu l'activer et puis tu es reparti aussitôt. Bon. Alors, l'apocatastase, vous savez, je me suis permis de le faire parce qu'on a fait une émission de 2 heures sur le sujet. Alors, on a fait une émission de 2 heures sur le sujet, mais c'est pas moi qui fais son malin avec l'apocatastase, hein, c'est Cobra qui a fait son malin avec l'apocatastase. Et voilà, et l'apocatastase. Alors, qu'est-ce que vous nous répondez sur le chat? Je regarde en même temps. D'accord, c'était une erreur. Ok, il y en a qui activent leur micro, mais c'est une erreur. Ok, très bien, pas de souci. Cindy, si tu peux repasser en micro rouge les personnes qui ont activé par erreur leur micro. Du coup, ça évite pour moi les confusions. Donc, l'apocatastase, voilà, c'est ça. Alors, en fait, c'est un concept philosophique, de philosophie métaphysique, qui désigne, finalement, c'est assez simple. C'est la restauration de l'état final de toute chose en leur état d'origine. Ça veut dire qu'en gros, on revient à la case départ. Et donc, Cobra a utilisé ce terme-là par rapport justement à ce qui nous attend après, après l'apocalypse, après la grande divulgation, l'apocatastase, la grande vague de lumière, le tsunami, le retour à la propreté, à la surface de cette planète, la suppression de toute anomalie quantique et subquantique à la surface de cette planète. Effectivement, donc bon, l'apocatastase, c'est un concept stoïcien, philosophique, mais c'est devenu un concept finalement technique et scientifique dans les propos de Cobra, donc un terme intéressant pour un concept intéressant justement à retenir par rapport à cette fin des temps. Voilà. Donc, et puis alors la 10e question, là on est arrivé à la moitié du quiz. Combien avons-nous fait de marathons spirituels en langue francophone depuis que nous nous connaissons? Alors je sais pas si vous le savez, mais enfin en tout cas j'étais heureux de rencontrer justement sur Paris des personnes qui avaient fait 3, 4, 5 marathons spirituels. C'est vraiment génial. Et voilà, nous en avons fait 6, 6, 6. J'ai eu réponse 3, 6. Le nombre de la déesse, bien sûr. 6, 6, 6, évidemment, qui a été dévoyé par les forces sombres. Donc, nous en avons fait 6, absolument. Et quand aurons-nous le 7e? Nous ne savons pas encore. Il n'est pas encore programmé. Mais pourquoi pas, si avec Pascal, on organise une rencontre fin août ou début septembre, j'en sais rien, ou en septembre, dans son pays, là, en Normandie, pourquoi pas combiner ça avec un marathon spirituel? Qui sait? Pourquoi pas? À voir. Donc voilà. Et alors, 11e question. Quand a été créée, merci Pascal, quand a été créée la première chambre à tachyon française? Et là, j'ai eu de l'indulgence pour nos pauvres, nos pauvres auditeurs hein, présents à cette rencontre. Et j'aurais dit, bon, c'est bon, hein, vous nous dites l'année, ça suffira. Mais quel est l'intérêt de savoir quand a été créée la première chambre à tachyon française? Je bafouille. Pourquoi je bafouille? Parce que comme j'aime bien le dire, vous connaissez la date du débarquement en Normandie? Est-ce que vous connaissez la date? Et vous connaissez même le jour du débarquement en Normandie? Eh bien, peut-être qu'un jour, dans l'histoire, lorsque nous réécrirons l'histoire de la libération planétaire, peut-être que cette date figurera dans les manuels scolaires ou non scolaires, parce que je considère personnellement que l'arrivée de cette première chambre à tachyon française, donc qui a débarqué non pas en Normandie, mais en Bretagne, était l'équivalent sur le plan énergétique du débarquement des forces de la lumière en France.
Et donc, ça a eu lieu donc en octobre 2019. Voilà, tout à fait, Corinne, 2019. Bien, Christy, ouais, tout à fait. Et donc, c'était la chambre à tachyon de Gwen, le fameux jardin des Pléiades. Un petit coucou à Gwen, qui n'est pas avec nous ce soir. Et donc, une autre chambre a suivi, puis une autre. Et à partir du moment, cette première chambre a été très difficile à créer. Vous savez, ça a été comme de percer justement sur les plages de Normandie. Cette première a mûri pendant 1 an et demi, comme l'opération Overlord, très probablement. Et une fois que cette première chambre a pu être installée, les suivantes ont pu se faire plus facilement, puis de plus en plus facilement. Et donc, c'est pour cela que, d'ailleurs, tiens, j'ai raté, je me rends compte que j'ai raté une question, il me semble que j'ai raté une question, qui était le nombre de chambres à tachyon en France. Allez-y, tentez votre chance sur le chat. Combien de chambres? Je vous assure, c'est bluffant. La première date d'octobre 2019. Donc, octobre 2019, vous vous rendez compte que c'est finalement 2 ans et demi, hein, c'est ça? Je dis pas de bêtises. 2 ans et demi. Ouais. Ouais, bravo, Michel-Marie Désy. 38, ouais, 38. Personne n'avait la bonne réponse, tout le monde était en dessous, mais c'est complètement bluffant. Et il y a encore des nouvelles chambres à tachyon qui se créent actuellement en France. Souvenez-vous, la France est un pays clé pour la libération planétaire. Eh bien, ceci se voit à travers justement le nombre de chambres à tachyon qui sont créées en France. Et on est très fiers, même si on ne connaît pas tous les gens, même si on est tous finalement, il y a beaucoup de diversité maintenant dans les gardiens de chambres à tachyon. Mais en tout cas, on est tous très fiers qu'il y ait autant de chambres à tachyon en France. Assurez-vous, si vous êtes gardien de chambre à tachyon en France, assurez-vous quand même que votre chambre ne soit pas sabotée, parce qu'une chambre joue un rôle prépondérant pour la lumière. Si les objets sont touchés, déplacés, elle peut être partiellement, l'efficacité de la chambre peut être partiellement affectée. Donc faites attention à ça. Prenez soin de votre chambre à tachyon. Elle est très précieuse pour la libération planétaire. Voilà. Voilà, et effectivement, donc il y a une liste sur tachyonis.org, comme l'a reposté Cindy, mais cette liste est bien insuffisante et il y a beaucoup de chambres à tachyon qui ne figurent pas sur tachyonis.org, et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y en a moins, mais en réalité, il y en a beaucoup. Et il y a, comme le dit Joséphine, une chambre à tachyon vient de s'ouvrir au Québec, au Mont Tremblant. Voilà, super. Donc j'imagine qu'elle est publique. Donc si vous êtes au Québec, c'est génial. Ça fait longtemps qu'on en voulait une au Québec. Ça fait longtemps qu'on en parlait sur nos émissions. C'est vraiment une très bonne chose. Lucia pose la question, pourquoi la France est un pays clé pour la libération? En fait, ça, c'est des informations qui sont venues dans les Intel de Cobra aussi depuis quelques mois. Il a commencé par dire 2 pays, sans les désigner, 2 pays joueront un rôle clé dans la libération planétaire. Et puis, un petit peu plus tard, quelques mois plus tard, il a désigné ces 2 pays. Alors, on était tous d'accord pour dire qu'il y avait les États-Unis, et on était pas mal d'accord pour dire que la France était vraisemblablement ce 2e pays. Et c'est vrai, c'est la bonne réponse. Les États-Unis et la France sont 2 pays qui vont jouer un rôle clé dans cette libération planétaire. Et nous avons un nombre impressionnant de chambres à tachyon aussi aux États-Unis, mais je crois néanmoins inférieur à la France maintenant, je crois. Il faudrait les compter. Donc oui, il y a aussi une chambre à l'île de la Réunion, il y a une chambre en Nouvelle-Calédonie. Enfin voilà. Mais là, la question, c'était France métropolitaine. 38 chambres, c'est la France métropolitaine. Donc voilà, et c'est pourquoi joue-t-elle un rôle particulier? Alors, je pense qu'il y a des raisons. Alors, il y a plusieurs raisons. Je pense qu'il y a l'action, enfin comment dire, les incarnations de Maître Saint-Germain. Saint-Germain, donc, s'est incarné en France, a beaucoup travaillé sur les énergies en France, mais a aussi travaillé sur la constitution, la première constitution américaine. Donc il y a un lien très fort avec Maître Saint-Germain entre la France et les États-Unis. Ensuite, il y a cette fameuse ligne de pouvoir. Je sais pas, c'est des choses que vous retrouvez sur le blog Révolution Vibratoire. Vous avez cette fameuse ligne de pouvoir qui relie Versailles aux États-Unis, alors l'île Long Island qui passe par Long Island. Donc vous avez donc une ligne énergétique
qui traversent des lieux de pouvoir et donc qui traversent la France et les États-Unis. Enfin, je pense qu'il y a différentes raisons qui font que ces deux pays, il y en a sans doute d'autres encore, qui font que ces deux pays vont jouer un rôle clé dans la libération planétaire. N'oubliez pas que la France est un hexagone d'ailleurs, et que l'hexagone est une forme de géométrie sacrée, que cette géométrie sacrée est actuellement peuplée de chambres à tachyon et de pierres Sintamani. Voilà, et la déesse Isis, pour Paris par Isis. Paris était la ville du culte d'Isis, tout à fait. Donc voilà, encore d'autres raisons sans doute. Donc voilà, vous voyez, c'est intéressant à travers un petit quiz, tout ce qu'on peut dire. L'idée n'est pas de se mettre dans une posture « je suis un sachant et vous êtes des ignorants et je teste vos connaissances et je mets du rouge sur vos copies ». Non, non, l'idée est justement de profiter justement de ces questions pour pouvoir ancrer certaines choses et pour pouvoir développer certains points. D'ailleurs, je les développe plus ce soir que ce que je ne l'ai fait justement à la soirée rencontre. Alors, la 12e question du quiz était « D'où provient la pierre Sintamani ?» Allez-y, allez-y, mettez vos réponses sur le chat. Révolution vibratoire. D'où provient la pierre Sintamani? On attend vos réponses. Et je regarde en même temps s'il y a une main qui se lève. N'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres personnes qui souhaitent témoigner par rapport à cette rencontre ou qui souhaitent tout simplement signaler leur présence par rapport à une volonté de créer, pourquoi pas, un groupe régional pour lequel on pourrait organiser une rencontre, bah, n'hésitez pas à intervenir. On attend votre intervention. Voilà, n'hésitez pas, levez la main et on activera votre micro. Donc, d'où provient la pierre Sintamani? Donc, vous êtes unanime, vous êtes extraordinaire. Sirius, effectivement, Sirius. Alors, c'est la bonne réponse. Pour être tout à fait exact, cette pierre proviendrait, encore une fois, on va utiliser le conditionnel, hein, puisque c'est une légende, et nous sommes 77 personnes sur Radio Pléiade, donc bravo à vous tous qui êtes avec nous ce soir. Donc, proviendrait donc d'une planète du système stellaire de Sirius qui a explosé il y a des millions d'années de cela et dont les fragments se sont répandus dans toute la galaxie. Et donc, des fragments météoritiques sont arrivés sur la planète Terre et c'est ce qui a constitué justement cette fameuse pierre Sintamani. Et vous savez où est-ce qu'on peut trouver des fragments météoritiques? Eh bien, le meilleur endroit pour trouver des fragments météoritiques, ce sont les déserts, parce que dans les déserts, il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas de végétation, et c'est le meilleur endroit pour retrouver justement des pierres météoritiques. Sans doute qu'il y a des pierres Sintamani qui ont échoué dans peut-être sous une forêt équatoriale ou au fond d'une rivière ou d'une mer, mais celles-ci, on aura du mal à les retrouver. Donc voilà, une planète qui n'était pas alignée énergétiquement avec le reste de la galaxie lors d'une grande vague galactique de lumière. Cette planète n'étant pas alignée, elle a explosé. Et ces fragments se sont répandus dans toute la galaxie, y compris la Terre. Et pourquoi cette pierre de Sintamani nous intéresse particulièrement? Eh bien, parce que elle porte gravée en elle, justement, l'information de cette grande vague galactique de lumière qui l'a fait exploser. Et portant en elle cette information, elle est à même de stabiliser justement cette grande vague de lumière qui nous attend à la surface de cette planète lorsque cette vague va toucher la surface de notre planète. Donc cette pierre de Sintamani, paradoxalement, qui provient d'une planète explosée, va servir de catalyseur et de stabilisateur lorsque cette vague galactique va frapper la planète Terre. Donc voilà, encore une fois, une information que vous pouvez retrouver sur Révolution Vibratoire, dans nos lives, dans nos différentes émissions et sur le blog du Contacté Cobra. Et cette pierre Sintamani, bien sûr, il y a aussi Roerich, Nicolas Roerich, qui en a parlé avec la légende de la pierre. Peut-être qu'un jour, on reviendra sur cette légende de la pierre qui est très, très intéressante. Alors, il y a Michel qui nous dit « J'espère qu'il n'y avait personne sur Sirius quand elle a explosé. » Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Et Pascal pose la question, est-ce qu'elle peut l'utiliser pour faire des soins? Alors, je ne sais pas si des personnes l'utilisent pour faire des soins. Peut-être que Sandrine, tu pourras répondre. Moi, ce que je sais, c'est que je connais une thérapeute qui préfère utiliser un cristal de roche tachyonisé, biterminé, pour faire des soins.
Mais la pierre Cintamani, en fait, elle va justement canaliser les énergies du soleil central galactique. Elle peut être utilisée pour essayer de bricoler sur les implants, puisque l'énergie du soleil central galactique permet de dissoudre les implants. Mais je ne suis pas sûr que ce soit utilisé par des lithothérapeutes. Déjà, elle est peu connue et je ne pense pas que ce soit sa fonction première. Sandrine, est-ce que tu as une opinion sur ce sujet? Oui, tout à fait. Non, la pierre Cintamani, je ne l'utilise pas pour faire les soins. C'est une pierre qui est très, très personnelle, qui est vraiment connectée juste à moi, mais je ne fais pas les soins spécifiques avec la pierre Cintamani parce que je pense que c'est pas son but en fait. C'est pas son vrai but. Donc je ne m'en sers pas pour faire les soins. Je me sers d'autres pierres, un tas d'autres pierres, mais pas de la pierre Cintamani par contre. Je ne l'utilise pas exprès pour faire des soins, en tout cas. Non, mais c'est vraiment le Cintamani, c'est votre joyau intérieur. C'est le reflet de votre moi supérieur, de votre présence je suis. Donc c'est avant tout cela, la pierre Cintamani, c'est reconnecter avec sa présence divine. Je pense que pour travailler, pour faire des soins, si on veut travailler sur le plan éthérique ou sur le plan astral, il y a bien d'autres pierres, bien d'autres outils à notre disposition. Et je ne pense pas que la pierre Cintamani soit adaptée à cela. Mais merci beaucoup Sandrine. Allez, on continue. Quelle est la question numéro 13? C'était une question piège. Et oui, une question piège. Quelle est la date de l'événement? Et il était précisé entre parenthèses que l'événement, c'est la concomitance donc d'arrestation massive, de la réinitialisation financière et d'une vague galactique de lumière, sachant qu'il y en aura plusieurs qui vont se succéder vraisemblablement. Et donc, quelle est donc cette date de l'événement? Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Christine nous dit on ne la connaît pas. Pascal nous dit bientôt. C'est également une bonne réponse. Perrine nous dit il n'y a pas de date exacte. Tout ça est des bonnes réponses, effectivement. Et sachez-le, et ça aussi c'est quelque chose que l'on répète à l'envi, que toute personne qui prétend vous donner la date de l'événement, quelque part, est dans une situation d'imposteur, car nous sommes tous co-créateurs de cet événement et personne ne sait quand aura lieu cet événement. Personne ne le sait et personne ne peut le savoir. C'est une décision qui sera prise, vous savez, tout là-haut, dans la source. Voilà, donc personne ne le sait. Donc après, si ça vous fait plaisir de penser qu'elle peut avoir lieu le 8 août, au portail du 8 août ou au portail du 6 juin, ben là c'est raté, c'est passé, ou au portail du 21 décembre 2022, libre à vous de le penser, mais en réalité, personne ne sait quand aura lieu cette date de l'événement. Elle peut avoir lieu demain, comme elle peut avoir lieu dans un an ou plus tard. Nous ne savons pas, tout dépendra de notre travail et de notre contribution à la lumière. Voilà, même les Pléiadiens ne le savent pas, absolument. Et la date dépend de nous tous. Donc voilà, alors la 14e question de ce quiz était « Où se trouve le système stellaire des Pléiades ?» Donc voilà, la bonne réponse, ce n'est pas loin. Nous attendions en fait on va dire, une petite connaissance de la voûte céleste. On espère que vous avez admiré de temps en temps la voûte céleste et que vous avez une petite idée où se trouve ce système des stellaires des Pléiades. En tout cas, en avoir une petite idée permet justement de se reconnecter à lui. Et on en a parlé dans notre émission sur les Pléiadiens. Beaucoup de civilisations anciennes reconnaissaient un lien avec ce système stellaire des Pléiades, même si cette connexion a été perdue suite à de multiples incarnations dans la matrice. Mais il est important, il est intéressant et important pour beaucoup d'entre nous justement de retrouver cette connexion aujourd'hui. Alors, où se trouve le système stellaire des Pléiades? Qu'en pensent nos 77 auditeurs? Christy, encore une fois, bravo Christy. Tu n'étais pas avec nous, mais tu aurais sans doute bien répondu à la majeure partie des questions. Donc, elle se trouve effectivement dans la constellation du Taureau. Dans la constellation du Taureau, ce sont les stars du ciel d'hiver finalement, parce que la constellation du Taureau monte dans le ciel d'hiver. N'hésitez pas cet hiver à aller regarder les Pléiades, les 7 sœurs, les fameuses 7 sœurs. Hein, ce sont les 7 étoiles plus brillantes du système stellaire des Pléiades qui en comprend 440 environ.
Donc, il y a la proximité d'Aldébaran, une des étoiles les plus brillantes du ciel, donc très facile à trouver, le système stellaire des Pléiades. Et vous savez, comme la constellation d'Orion se trouve à proximité de la constellation du Taureau, Orion se trouve finalement à gauche du Taureau, et avec les mouvements de la voûte céleste, non, la Terre n'est pas plate, vous avez finalement la sensation que la constellation d'Orion poursuit la constellation du Taureau. Et c'est ce qui fait dire dans la mythologie ancienne que finalement Orion poursuit les Pléiades, poursuit les sept sœurs, et vous y voyez à la fois le sens profond de cette guerre entre ombre et lumière, puisque les forces sombres proviennent d'Orion, et les forces sombres, effectivement, ont combattu les Pléiadiens, et les Pléiades et les Pléiadiens se défendent bien et vont remporter cette victoire malgré cette poursuite qui semble continuer chaque année dans notre ciel d'hiver. Donc voilà. Voilà pour les Pléiades. Question suivante. Qu'est-ce que la masse critique en spiritualité et son chiffre magique? Encore une question facile. Allez, est-ce que quelqu'un voudrait donner la réponse, là, prendre la parole pour donner la réponse à la place? Parce que je blablate, là, je blablate tout le temps, mais ce serait bien que quelqu'un d'autre vienne apporter sa réponse, cette fois-ci oralement et non pas juste par écrit. Alors, je vois le chiffre magique, mais justement, qu'est-ce que la masse critique en spiritualité? Vous nous donnez ce chiffre magique, mais quelle est-elle? Pourquoi ce chiffre magique? Le savez-vous? Qui souhaiterait... Tiens, Pascal, tu veux pas essayer de tenter ta chance? Pascal ou Bruno ou, ou Béatrice, toutes les personnes qui ont déjà un micro gris. Evelyne, chère libellule, voulez-vous tenter votre chance? Qu'est-ce que la masse critique en spiritualité et son chiffre magique? Allez, soyez pas timide. Sinon, c'est encore moi qui vais blablater, c'est pas rigolo. C'est pas drôle. Non, personne. Vous êtes timide. Franchement, vous êtes timide. Je crois que c'est lié à l'amplification au fait que l'on a, mais c'est 144 000 personnes. Ça, en méditation, ça crée un potentiel suffisant pour atteindre justement cette masse critique. Et c'est ce qu'on a atteint le 21 décembre 2021 d'ailleurs. Ouais, merci Bruno. Même si on t'entend encore faiblement, je pense que ça passera dans le replay. Merci pour ta réponse. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, les 144 000, donc c'est ça le chiffre magique, les fameux 144 000 que l'on retrouve chez les témoins de Jéhovah. Ce ne sont pas les personnes qui seront sauvées par le déluge, si elles sont de bons prosélytes, mais c'est un chiffre symbolique qui représente notamment l'ordre de l'étoile, et c'est la masse critique nécessaire et suffisante. Merci Cindy d'avoir reposté justement l'extrait du live que nous avons fait là-dessus. La masse critique nécessaire et suffisante pour pouvoir changer la conscience planétaire. Et en réalité, cette masse critique, nous l'avons atteinte plus d'une fois. Nous l'avons, si on regarde en fait tout l'historique depuis 2017, alors je crois que la première fois que nous avons atteint la masse critique, je crois que c'était en 2017. Je crois que c'était en août 2017. Et il y a une année, on l'a atteint 5 fois dans l'année. Donc il y a bien une dizaine de fois où nous avons atteint la masse critique. Et vous constaterez par ailleurs qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'appel. Il n'y a plus d'appel à la méditation mondiale de la part du contacté Cobra. Donc, il semblerait que le fond énergétique soit suffisant s'il n'y avait pas ces maudites fameuses bombes toplettes qui menacent de tout faire péter à chaque instant. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore de méditation mondiale et on peut peut-être s'en attendre à une le 21 décembre 2022. Nous verrons. Enfin voilà, donc 144 000. Si vous prenez, en fait, en réalité, les forces de la lumière ont pris une marge. En réalité, la vraie masse critique, si nous étions à 100% de notre potentiel, mais nous ne le sommes pas, et les forces de la lumière ont prévu cela, si nous étions à 100% de notre potentiel, ce serait même 120 000 personnes et non pas 144 000. Vous prenez le carré de 120 000 personnes, vous divisez ça par 2 et vous arrivez à peu près à la population mondiale. Et c'est ce qu'il avait été envisagé au moment où la Bible a été écrite. C'est ce qui avait été envisagé, justement, ce rapport de chiffres. Donc, vous prenez le carré, vous divisez par 2 et vous avez à peu près la population mondiale au moment de la grande bascule, au moment de la libération planétaire. Donc, voilà ce que représente ce chiffre des 144 000.
Voilà. Question suivante. Où sont situés les implants primaires non physiques? Ah, ça, c'est trop fastoche. Là, je ne dis plus rien. Un ange passe, je mets mon micro en silence et j'attends que quelqu'un prenne la parole. Je ne suis plus là. Ça risque d'être long, hein? Et on va encore dire qu'on ne m'entend pas après. Alors, allez, vas-y Bruno, vas-y. Donc on a 2 implants au niveau des sourcils, hein, un au-dessus de chaque sourcil, et on a un implant à environ 3-4 cm au-dessus du nombril, ou en dessous du plexus, comme on veut. Voilà, super. Donc, je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, Bruno. Donc, un implant au-dessus de chaque sourcil, donc ce qu'on appelle les implants verticaux, donc qui nous coupent justement de notre présence je suis, en tout cas partiellement, qui nous empêche d'amener trop de lumière dans la matrice. Mais quand on fait le travail de dissolution d'implants, eh ben, on leur fait un pied de nez justement. Et puis, donc, celui qui est situé au-dessus du nombril pour cette programmation différente entre les hommes et les femmes et couper ce lien entre l'énergie sexuelle, l'énergie sexuelle et l'énergie du cœur. Donc voilà, tout à fait. Ça, c'était une question facile. Alors, j'ai pas regardé, mais voilà, vous avez bien répondu. Bravo. Et ces implants sont non physiques et sont situés sur les différents plans, hein, sur le plan, à la fois sur le plan éthérique, astral et mental. 17e question, j'ai bientôt fini. Qu'est-ce que Solar Warden? Solar Warden. Alors ça, c'était pas une question facile non plus, hein, surtout qu'il y avait des gens qui nous ont rejoints qui n'étaient pas des auditeurs de Radio Pléiade ou des éditeurs de nos émissions. Savez-vous ce qu'est Solar Warden? Hein, c'est peut-être pas une question très facile, ça. Mais c'est un concept qui est aussi très intéressant de toucher du doigt parce que c'est en lien avec la grande divulgation que nous allons connaître. C'est en lien avec, vous savez, ces personnes-là qui nous parlent de leur présence dans des programmes spatiaux secrets. Voilà, j'ai vendu la mèche, les programmes spatiaux secrets. Donc, Solar Warden, donc c'est un terme qui veut dire gardien du système solaire. Donc, c'est un des différents programmes spatiaux secrets qui se sont développés aux frais du contribuable. Quand vous achetez votre maison en faisant un prêt à la banque, eh bien, vous avez financé indirectement ou même finalement assez directement les programmes spatiaux secrets. Ces transferts d'énergie, ces transferts monétaires ont servi en grande partie justement au financement de ces programmes spatiaux secrets. Le programme Solar Warden recevrait donc des contributions en fait du Canada, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de l'Autriche, de la Russie, de l'Australie. Une requête basée sur la loi sur la liberté de l'information a également confirmé que la NASA avait mis en place un programme en 1980 appelé Solar Warden. Et ce sont les témoignages de William Tompkins qui ont ajouté des détails significatifs au mystère Solar Warden. Donc, quand il est entré en scène, il y a quelques années, enfin, il y a pas mal de temps maintenant, avant de décéder à l'âge de 94 ans, Tompkins faisait partie d'un think tank pour la compagnie aérienne Douglas dans les années 50 qui dessinait les engins spatiaux du commandement spatial naval. Voilà pour Solar Warden. Alors, je regarde en même temps vite fait le chat. Voilà. Donc, vous avez aussi plus d'informations. Vous avez un article d'initiation au programme spatiaux secret sur Révolution vibratoire. Je vous engage à aller le découvrir et ça me ferait du bien, moi aussi, de retourner le lire. Voilà. 18e question. Alors, très technique aussi, mais très intéressante. Et là, je dois reconnaître que, franchement, parmi les personnes présentes à la rencontre à Paris, certaines m'ont vraiment bluffé. D'où provient le feu blanc de Anne? Vous savez, on en parle dans plusieurs méditations, on a plusieurs protocoles de méditation. On en parle dans la colonne bouddhique, je crois. Sandrine, rappelle-moi, dans quelle méditation on parle du feu blanc de Anne? Oui, dans la colonne bouddhique, oui, tout à fait. Il y a un effet laser de purification et transmutation aussi des énergies. Tout à fait, ouais. Et je vais pas donner la réponse. Tu ne vas pas donner la réponse. Le feu blanc de Anne. Ah, Janaël, bienvenue Janaël. Je ne vois pas souvent votre prénom
dans le groupe, mais c'est une excellente réponse. Janaël nous a dit cela provient d'Orion. Alors, cela provient donc d'un secteur de la constellation d'Orion, donc à la proximité de la ceinture d'Orion. Le feu blanc de Anne, Anne désignant les initiales de deux des étoiles, donc les deux étoiles finalement les plus à gauche de la ceinture d'Orion. Je vous invite vraiment à aller observer le ciel, observer la ceinture d'Orion et observer les Pléiades. Donc deux étoiles portent le nom arabe Al-Nilam, Al-Nitak. Al, vous savez, c'est le déterminant en fait en arabe, ça veut dire le. Le Nitak, le Nilam. Donc, le feu blanc de Han provient de ce secteur d'Orion, mais en réalité, il amène justement, c'est un espèce de portail qui amène à des dimensions supérieures. Et en l'occurrence, le mal provient d'Orion, donc les forces sombres proviennent d'Orion, et la guérison de ce mal provient aussi finalement de ce secteur d'Orion. C'est un des éléments qui apparaît dans le récit ésotérique, le livre de Lune. Non, pardon, c'est pas le livre de Lune, c'est comment dire, la légende de la pierre qui a été écrite par la femme de Nicolas Roerich. Et je pense que ce serait intéressant de faire une émission là-dessus, même si c'est très ésotérique. C'est un texte que j'aime beaucoup et qui nous reconnecte, mais qui est un peu difficile à comprendre et qui n'a pas été traduit en langue française. Donc j'en ai fait un peu des bouts de traduction et on parle justement de ce mystère d'Orion. Et c'est un grand mystère, effectivement, Orion. Pour aller encore un petit peu plus loin par rapport au feu blanc de Han, allez, on va tout vous dire sur le feu blanc de Han. Merci Cindy d'avoir posté donc la méditation. On va vous révéler un secret, mais qui n'en est plus un, parce que nous sommes justement dans les temps de l'Apocalypse. Le feu blanc de Han est également, finalement, les énergies métatroniques. Peut-être en avez-vous entendu parler. Métatron est l'incarnation du feu blanc de Han. C'est quoi Métatron? Ça, on entend beaucoup parler dans la spiritualité, pas toujours à bon escient. Et Cobra a confirmé qu'il s'agissait d'un grand secret occulte, que l'archange Métatron est l'incarnation du feu blanc de Han, alors que l'archange Zadkiel est l'incarnation de la flamme violette. Et c'est intéressant aussi d'aller chercher comment dire, d'où viennent ces noms-là? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Ouais, on entend parler de Métatron, on entend parler de Zadkiel, donc Zadkiel pour la flamme violette, le saviez-vous? Alors on parle plus de Maître Saint-Germain. Mais d'où viennent ces noms? D'où viennent ces noms? Ils viennent finalement, ils viennent de notre culture judéo-chrétienne. En ce qui concerne Métatron, donc c'est le nom d'un d'un archange du monde divin selon la tradition juive. Ce nom de Métatron apparaît dans le Talmud et le Midrash, et surtout dans la littérature mystique juive. On ne connaît pas trop l'étymologie. L'étymologie est assez mystérieuse. Et en dehors de la tradition juive, Métatron figure dans les sceaux mandéens, donc une religion dévouée à Jean-Baptiste. Donc voilà, il y a des secrets profonds lorsque vous faites de la Kabbale, mais avec un K et deux B, lorsque vous vous intéressez aux secrets, justement, de la Kabbale juive, vous découvrez le secret de Métatron, et nous en parlons aujourd'hui. L'un des grands secrets de Métatron est ce feu blanc de Han. Et en ce qui concerne l'archange Zadkiel, pareil, je vous invite à aller vous y intéresser. Donc, on est toujours dans la culture hébraïque. Donc, c'est l'archange de la liberté et de la bienveillance et de la compassion. Donc, l'archange Zadkiel est en lien avec la Séphira Esset, la 4e sphère de l'arbre des séphirotes. C'est d'après la tradition juive, c'est l'archange qui a empêché Abraham de tuer son fils sur l'autel. Donc la flamme violette, donc cette fois-ci, Zadkiel, la flamme violette, c'est ce qui permet finalement, c'est ce qui permet la purification, la miséricorde divine et le pardon, pour remettre ça dans un contexte finalement un petit peu plus religieux, mais ésotérique. Donc voilà. Donc c'est toujours intéressant de voir que finalement, les concepts de Cobra, on peut les rattacher à de la gnose, à de la tradition juive, à de la Kabbale avec un K, etc., etc. Donc voilà. Donc, encore une fois, un concept très intéressant, le feu blanc de Han.
Oh là là, je me rends compte que je suis bavard. Je ne pensais pas faire une émission aussi longue. Alors, excusez-moi, je ne lis pas en même temps les réponses du chat. Voilà, l'archange Métatron, les séphirotes, la cabale juive. Voilà, exactement. Tout à fait. Alors, on est bientôt arrivé au but. On est bientôt arrivé au but. La 19e question de ce quiz était: que vaut-il mieux, guérir ou ascensionner? Vous nous connaissez, je suis sûr que vous allez donner la bonne réponse. Que vaut-il mieux, guérir ou ascensionner? Nous savons que dans la sphère New Age, il y a une espèce d'hyper-focalisation sur l'ascension pour masquer un autre objectif bien plus ambitieux et bien plus exigeant. Donc la bonne réponse n'est pas les deux, mon général. Que vaut-il mieux, guérir ou ascensionner? Sous-entendu, aujourd'hui, maintenant, dans l'instant présent, là, aujourd'hui, dans votre peau actuelle, avant l'événement avec un grand E, que vaut-il mieux, guérir ou ascensionner? Guérir, bien évidemment. Et l'ascension viendra peut-être après, mais ce n'est absolument pas une nécessité. Encore une fois, d'ailleurs, j'en ai discuté avec une personne du groupe lors de cette rencontre à Paris. Les gens associent en fait la matérialité et l'incarnation dans la matière au mal. Mais c'est une erreur. C'est parce que nous vivons dans une matrice que nous associons la matérialité et l'incarnation dans un corps physique au mal et à la souffrance. Mais nous pouvons vivre dans des corps physiques une expérience de vie parfaitement positive dans d'autres mondes, dans la galaxie ou dans l'univers. Et donc, des personnes pourraient très bien souhaiter de ne pas ascensionner pour continuer à vivre des expériences dans leur corps physique, des expériences cette fois-ci foncièrement positives. Et moi, je suis sûr que c'est quelque chose qui m'intéresserait. Je ne dis pas que je n'ascensionnerai pas, je ne sais pas. Pour moi, cela n'est pas la question. La question, c'est la guérison. La guérison est la voie de tout et, entre autres, pourra nous mener à l'ascension. Mais il ne faut pas s'hyper focaliser à l'ascension. C'est passer à côté de l'essentiel. Voilà, les enseignements distordus de la fausse lumière nous font oublier la nécessité absolue et prioritaire de la guérison. Vous connaissez notre leitmotiv sur le sujet. Et la dernière question de ce quiz, nous y sommes. Merci de votre patience. C'était une question où il n'y avait finalement pas de mauvaise réponse. C'était la question: qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Allez, quelqu'un pour prendre la parole. Qui êtes-vous? Dites-nous. Pascal, Bruno, Sandrine, Cindy, qui êtes-vous? Un ange passe. Qui êtes-vous? Car c'est une question essentielle. Oui, Pascal. En fait, je cherche. Je suis en train d'assembler les pièces du puzzle. Et quand je pense qu'il y en aura suffisamment, j'aurai besoin de la vision de l'aigle ou le condor, et puis voir un petit peu ce qui se passe, quoi. Pour l'instant, j'assemble les morceaux. Ouais, c'est une question extrêmement difficile. Et finalement, la philosophie nous donne aussi des éléments hyper intéressants qui nous mènent à la spiritualité. Donc, connais-toi toi-même. Le connais-toi toi-même amène et tu connaîtras le monde. Tu comprendras l'univers dans son ensemble si tu arrives à te connaître toi-même. Il est donc indispensable de se connaître soi-même. Et pour se connaître soi-même, il faut accéder à la guérison, car finalement, les blessures qui nous ont été imposées par cette matrice sont des obstacles à notre connaissance intérieure. Non, mais ceci étant, effectivement, les bonnes réponses sont bien: je suis ce que je suis, guerrier de lumière. Il n'y a pas de bonne réponse, ce n'est pas limitatif, mais il est impératif, important de comprendre la nécessité de se connaître. Et méfiez-vous, méfiez-vous des médiums ou des vendeurs de rêves qui vous dites que vous êtes la réincarnation de ceci ou de cela, ou que vous avez vécu des choses extraordinaires auprès de Napoléon Ier ou d'une réincarnation de Vladimir Poutine, peu importe les références qui vous plaisent. Méfiez-vous de tout ce qui pourrait faire finalement grandir votre ego spirituel. Si vous êtes face à quelqu'un qui vous donne des informations sur ce que vous pouvez être au fond de vous, mais que cette information potentiellement peut faire grandir votre ego spirituel, une petite lumière rouge doit s'allumer en vous,
car la voie véritable est la voie de l'humilité et nous n'avons pas besoin d'être la réincarnation de Napoléon, voilà, ou de je ne sais trop qui, de Maître Saint-Germain pour finalement agir pour la lumière et être ce que nous sommes. Pascal? C'est notre cœur qui va nous dire si ça résonne ou si ça résonne pas, je pense. Si nous sommes... Le discernement. Oui, notre cœur. Ça passe pas, quoi. Alors, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'avais entendu ça il y a déjà très 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 longtemps et en fait je comprenais pas ce que ça voulait dire. Maintenant j'ai bien compris, je l'écoute de plus en plus et je sais, enfin j'arrive maintenant, pas à chaque fois, mais assez souvent à savoir si c'est juste ou pas juste. Oui. Au début, c'est pas évident. Non, c'est pas évident du tout et ça nécessite, encore une fois, je suis désolé, je tourne en rond, ça nécessite une guérison du cœur. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'ai une théorie qui m'est propre, qui est propre à mon expérience personnelle, c'est que les jumeaux perdus, pardon, les jumeaux perdus, on en a tous pour induire justement une blessure originelle dès la naissance. Ça, pour moi, c'est un des artifices de la matrice. On vous met un jumeau et on vous l'enlève justement au moment de la naissance pour induire un traumatisme au niveau du cœur, en plus de toutes les blessures que l'on a pu recevoir au niveau du cœur dans nos différentes incarnations. Et donc, il est bien de faire référence au cœur, effectivement, c'est l'organe principal spirituel. Mais ceci étant, s'il n'y a pas de guérison du cœur et tous nos cœurs, je peux vous sembler arrogant en disant cela, mais tous nos cœurs nécessitent une guérison. Et sans cette reconnexion et cette guérison du cœur, on peut faire référence au cœur, mais on peut aussi se tromper si nous n'avons pas commencé cette guérison justement du cœur. Donc voilà, c'était les questions de ce questionnaire. On en a profité pour faire un petit rappel sur les différents concepts. Oui, Pascal? Tu peux reprendre, s'il te plaît, sur la notion de jumeaux. J'ai pas tout saisi. Oui, alors en fait, voilà, c'est un sujet qui est. Moi, j'ai cherché des références parmi chez mes collègues de la sphère spirituelle. J'ai rien trouvé, mais moi, c'est quelque chose que je pense avoir touché du doigt en fait dans mon expérience personnelle. C'est que en fait, dans la matrice, avant notre naissance, en fait, si tu fais de la sophroanalyse par exemple ou de l'hypnose régressive, il est possible de tomber sur un jumeau perdu. Et moi, j'ai constaté que finalement, il y avait plein de gens autour de moi qui faisaient justement de la sophroanalyse, qui tombaient sur cette notion de jumeaux perdus. Alors, je me dis, bon, dans la vie, voilà, dans la vraie vie, l'incarnation physique, bon, il y a des jumeaux. De temps en temps, d'ailleurs, il y a des vrais jumeaux perdus, c'est-à-dire un enfant qui décède à la naissance, mais là, c'est autre chose. Mais en réalité, je tombais sur plein de gens qui avaient un jumeau perdu. Je me suis dit, c'est bizarre. Pourquoi il y a tant de personnes qui ont un jumeau perdu? Et puis moi-même, un jour, j'ai découvert, en faisant une analyse justement d'astrologie karmique, que j'avais un jumeau perdu. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai aucun souvenir de ça. Et puis finalement, j'ai reconnecté à ça. Et c'est là que j'ai pris conscience justement de la puissance de cette blessure originelle avant même la naissance. C'est-à-dire qu'en gros, ça va se situer au niveau de l'embryon. Vous allez, enfin même au niveau de l'œuf, enfin je ne sais pas exactement sur le plan physique, vous êtes accompagné d'une âme qui est finalement une âme que vous appréciez, que vous connaissez, que vous aimez. Et cette âme, vous voulez l'amener avec vous, c'est votre copain. Et au dernier moment, elle disparaît, elle décède, voilà. Je ne sais pas, est-ce que c'est une perte d'embryon, je ne sais quoi. Et ceci constitue un traumatisme primordial avant la naissance. Donc voilà, moi j'ai une théorie par rapport à ça. Ce serait à creuser, à approfondir justement parmi les thérapeutes. Et j'ai été étonné de voir justement le nombre de personnes qui avaient des jumeaux perdus. Et ceci, hein, donc voilà. En fait, donc, ma théorie, ça me parle. Ouais, ça me parle parce que j'ai fait des soins avec un thérapeute et en fait, c'est ce qui m'a dit que j'avais une sœur jumelle. Donc c'est pour ça que je me suis permis de te poser la question parce que je me sens un peu concerné aussi, quoi. Et j'ai fait donc un soin par rapport à ça. Ouais, tu vois, et c'est franchement, enfin, allez-y, faites votre travail de votre côté, essayez de creuser ça. Alors c'est vrai que c'est après avoir enlevé un petit bouquin. Ouais, vas-y. Si je peux me permettre, donc il y a un petit bouquin qui en parle très bien, qui est un bouquin initiatique où justement donc c'est un petit gamin qui a un aigle, je sais plus comment ça s'appelle, je pourrais vous le retrouver,
qui a un aigle et en fait il part donc il a un accident. Il a un accident, donc il part. Finalement, il se retrouve en une sorte de voyage astral dans un autre plan avec des chamans et qui lui disent qu'il avait donc des jumeaux et ils lui font faire une sorte de rituel pour les laisser. Il leur donne un nom, il leur donne un prénom et il les laisse partir. Il met des petites feuilles sur l'eau, c'est un truc comme ça, et puis il les laisse partir. Et il fait ce deuil de ses jumeaux perdus. Voilà, très intéressant. Donc moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est que quand on rentre dans une introspection progressive, puisque finalement, des fois, les personnes me posent la question, mais c'est quoi finalement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la guérison? Pour la guérison, en fait, il faut rentrer dans une introspection progressive. Et on se rend compte qu'on enlève des couches d'oignons les unes après les autres. Des énergies qui sont bloquées au niveau physique, au niveau éthérique, au niveau astral, au niveau mental. Et en fait, il faut enlever pas mal de couches d'oignons. Finalement, les couches d'oignons de cette vie-là, déjà, pour pouvoir. Alors, c'est un peu comme le Mikado, en fait. Hein. Des fois, on arrive à enlever des choses très anciennes. Vous savez, vous arrivez à enlever le bâton du Mikado qui est tout en dessous sans rien faire bouger au-dessus. Des fois, ça marche. Mais souvent, c'est pas possible. Donc voilà, c'est pas, il y a pas de loi absolue, de règle absolue. Mais en tout cas, mon expérience personnelle me conduit à dire que c'est au bout d'un certain temps d'une introspection progressive que l'on arrive à justement rencontrer ce traumatisme primordial du jumeau perdu. Et pour répondre à la question de je ne sais plus qui que j'ai vu passer, de Janaël, pardon. Non, oui, les jumeaux perdus, est-ce que la lame jumelle c'est différent? Oui, ça n'a rien à voir. En fait, l'âme jumelle ou la flamme jumelle, encore une fois, hein, c'est une autre partie de vous-même. Là, le jumeau perdu, ça peut être un être de votre famille d'âme, enfin une personne que vous appréciez, que vous avez même pu connaître tout simplement dans la matrice, hein, un compagnon de guerre que vous avez connu dans la matrice, mais avec qui vous avez une attache importante et qui, voilà, qu'on vous enlève, qu'on vous prend juste avant l'incarnation. Voilà. Donc non, ce n'est pas du tout la même chose que l'âme jumelle. Donc voilà, voilà pour ce quiz qui a finalement constitué l'essentiel de notre émission. Et je pensais faire une émission courte, et ben c'est raté. C'est raté. Alors en tout cas, moi je vous invite à revenir là, enfin je veux dire à reprendre la parole pour réagir, pour poser des questions. Et puis il faut vraiment qu'on se pose la question effectivement de créer des petits groupes régionaux et peut-être d'organiser une prochaine rencontre, pas à Paris parce que c'est vrai que Paris c'est lourd, peut-être en Normandie avec Pascal, je ne sais pas. Donc il faut qu'on donne suite à tout ça parce que ce serait dommage de s'arrêter là. Donc voilà, j'attends vos réactions. Pascal, hein, on va pas s'arrêter là, on est d'accord. Oui, il y a un sujet pour fin août. Il y a justement les jumeaux non incarnés. Il y a Sandrine qui voulait proposer des ateliers aussi. Donc en fait, en réalité, nous, la rencontre qu'on a faite sur Paris, c'était pas un séminaire, c'était pas un stage, c'était vraiment une rencontre amicale. Voilà. Mais effectivement, si on organisait ça dans un contexte différent avec une salle, avec un hébergement sur place, ça pourrait être complètement différent. On pourrait l'envisager un petit peu sous la forme de séminaire avec des ateliers, des choses pour travailler. C'est tout à fait quelque chose d'envisageable. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pascal? Bon, enfin voilà. En tout cas, donc je suis à votre écoute. Oui, vas-y. Oui, on t'entend. J'ai le micro? Bah, ok. C'est ok pour moi, je vais me renseigner. Et puis, je te contacte en direct, Hervé, et puis après, on communique au groupe. Super, super. Ça te va? Donc, je regarde au niveau, ce qu'on peut faire au niveau de l'accueil, au niveau du nombre de personnes qu'on peut accueillir dans un confort, dans un bon confort quand même. Et puis après, on voit comment on organise ça, si on fait sous forme de rencontre amicale, ou si on peut se faire une méditation ou autre, mais on peut peut-être jumeler tout ça. Ah oui, oui, je pense que effectivement, ouais, si on le fait avec un hébergement sur place, il faudra absolument y mettre des ateliers et faire du travail et combiner ça avec du travail. Ouais. Ouais, tout à fait.
Donc voilà, bah, écoutez, nos chers auditeurs, nous sommes 69 personnes, 69 participants encore. On attend vos questions, vos réactions. Qu'est-ce que vous en pensez? Une rencontre dans votre région, qu'en penseriez-vous? Dites-nous. On vous entend pas beaucoup. On aimerait vous entendre plus et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a été à votre rencontre ce week-end à Paris. Bah, moi, je suis d'accord pour la Normandie, fin août. Ok. C'est pas ma région, mais c'est pas du tout ma région, mais en même temps, j'aimerais bien faire les chambres à tachyon. J'en avais parlé à André directement, mais ce serait plutôt fin août. En Normandie, la seule chambre à tachyon, elle est à Caen, si mes Oui, souvenirs sont oui. bons, Hervé. Oui, 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 chez André. Et alors, si vous avez des suggestions pour la Suisse, on a une demande pour la Suisse. Bon, pour nous, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais bon, à voir. Donc voilà, une dernière question, réaction. Alors, bah oui, on peut éventuellement basculer en mode after, comme on a l'habitude de le faire. Sandrine, Cindy, ça vous convient? Vous avez un petit peu de temps pour basculer en Oui. mode after, pour ceux qui le souhaitent? Oui, ça va le faire là, ça va le faire. Ça va le Oui, faire? Pas trop ça va aller. fatigué, malgré le Ça va week-end? aller. Ça va, il fait moins chaud dans la maison là. Ok. Ok, très bien. Bon ben voilà, donc voilà pour cette rencontre et en tout cas voilà, on était vraiment ravis de vous rencontrer pour ceux qui étaient présents. On regrette de pas, enfin moi personnellement, de pas avoir pu approfondir. On aurait tellement de choses à se dire et voilà. Et c'est vrai que quand c'est en physique, c'est quand même différent. Il y a une énergie différente qui passe. Il y a une convivialité qui s'installe et ça c'est vraiment super. Donc voilà. Donc merci à vous, on espère refaire ça et bah, restez connectés et on vous donne rendez-vous pour un prochain Radio Pléiade. Je ne sais pas vous dire si nous en aurons un lundi prochain. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. J'arrête l'enregistrement de ce pas. L'émission est déjà bien assez longue comme ça et nous basculons en mode after. Donc bonsoir à tous et merci beaucoup pour votre présence.